Et du coup, on vous avait promis une analyse du set de Terros, au-delà de la mort. On va devoir s'y mettre. Alors, juste petit disclaimer, cette analyse de set va être vue sous le prisme de l'EDH, c'est-à-dire qu'il y a plein de cartes qui vont être jouées en standard, et vous n'allez pas les voir sur cette liste. On a pré-trié les cartes pour vraiment garder que ce que nous on pense être joué en EDH. Si vous avez votre carte préférée que vous allez mettre dans tous vos decks et que nous on n'en a pas parlé, bah dites-le nous dans les commentaires, dites-nous ce qu'on a oublié. Si vous nous insultez, gardez ça genre gentil. On est en train de jouer aux cartes. Et puis voilà, on est parti pour la suite de suite. Donc, dans un premier temps, on va parler des commandants potentiels de Terros par-delà la mort, et ensuite on fera les cartes par couleur. Le premier commandant potentiel, c'est Dalakos, façonneur de merveilles. C'est donc pour 1 et Izet, c'est une créature légendaire, ondin et artificier, qui est 2/4. Vous pouvez l'engager pour ajouter un color à votre réserve. Ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts d'artefacts ou activer des capacités d'artefacts. Et une deuxième ligne de texte qui dit « Les créatures équipées que vous contrôlez ont le vol et la célérité ». Donc bien évidemment, un commandeur artefact. Un commandeur artefact, un commandeur équipement. Alors vous n'êtes pas obligé de le jouer équipement, mais il y a des commandeurs un petit peu plus efficaces si vous voulez jouer juste artefact. C'est un commandeur qui va vraiment... déjà, qui a une Wand Power Stone qui est attachée dessus. Je sais pas comment elle s'appelle en français. Lithoforce fracturée, je crois. Lithoforce usée, je crois. C'est oui. Fracturée, c'est une autre. C'est possible. Donc il y a une lithoforce usée en zone de commandement que vous pouvez utiliser que pour caster des artefacts ou équiper des choses. Mais ça va rester fort sur cet archétype. C'est ça, en plus, je pense pas que ce soit souvent détruit, en fait, je pense pas que ce soit une cible prioritaire, malgré le fait que les créatures équipées que vous contrôlez sont plus dures à bloquer et elles ont la célérité. Non, ce qui est un petit peu relou, mais après, c'est juste un truc qui vous fait du mana. Voilà, à moins que vous soyez genre connu pour faire des decks dégueulasses, c'est quelque chose de gentillet, et moi, il m'a beaucoup donné envie de construire quelque chose. J'allais construire quelque chose autour de Dalakos, et puis j'ai dérapé et j'ai fait un Breya à la place. Mais... Petite glissade malencontreuse. Oups. Et voilà. Et d'ailleurs, justement, en parlant de Breya, ça me fait penser, il est bicolore. La plupart des généraux artefacts, ils sont mono-bleu, et là, il y a le rouge avec. Oui, et ça vous permet d'aller jouer des trucs qui sont genre Storm the Vault, etc., qui sont l'Académie Tolariane, mais légale, quoi. Oui. Complètement. Donc voilà, donc Dalakos. Dalakos qui nous a beaucoup plu. Voilà, c'est pour ça qu'il est en premier. Après, on a un commandant qui n'est pas exactement jouable pour l'instant, mais qui risque de le devenir à terme. Galéa de la danse perpétuelle, c'est une créature légendaire satyre pour un rouge et un vert. Elle est 2/2 célérité. Les autres satyres que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ont la célérité. On y reviendra. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, vous pouvez vous défausser d'une carte au hasard. Si vous faites ainsi, piochez 2 cartes. Voilà, donc c'est pour l'instant malheureusement il n'y a pas énormément de satyres fantastiques, hein, ils sont même assez nuls. Déjà des satyres il n'y en a pas beaucoup, mais en plus le peu qu'il y a ils sont franchement pas fantastiques, ça donne vraiment pas envie de jouer avec. Voilà, donc ça pour l'instant c'est pas vraiment jouable, hein, ça peut se rentrer peut-être dans un truc genre dans un deck changelin, etc. Pour l'instant ça se joue pas, mais c'est à surveiller, si un jour Wizards décide de print genre l'expansion des satyres, on verra Galéa. Mais parce que même pareil, sa capacité de pioche en fait, parce que la pioche c'est bien, hein, mais à chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, donc déjà il faut, c'est bataillon je crois, le mot-clé Boros. Donc déjà il faut attaquer avec plein de créatures, bon vos satyres auront la célérité, mais encore une fois vous ne voulez pas jouer de satyre. Et vous pouvez vous défausser d'une carte au hasard. On va vous rappeler que la raison pour laquelle Tibalt, on s'en moquait, c'était parce que justement il fallait défausser au hasard. Hein, donc, Voilà, une carte comme Gamble, donc c'est risque tout je crois, n'est quasiment pas jouée parce que c'est pour un mana rouge, tu vas chercher une carte dans ta bibliothèque, tu la mets dans ta main, ensuite tu te défausses une carte au hasard, c'est que c'est super dangereux si jamais vous ne jouez pas cimetière à côté. Ouais. Voilà, donc ça c'est... On en parle parce que moi personnellement je l'aime bien, mais pour l'instant, passez votre chemin, ou alors mettez ça sur un deck changelin, auquel cas ça marche très bien. Ou après dans le deck. Pas en commandant, mais dans le deck, par contre, ça peut être intéressant. Oui. Parce qu'elle coûte pas cher, c'est un bear, elle a la haste, et elle peut vous faire un petit peu piocher si jamais vraiment vous avez un deck qui est très chaotique ou très agressif. Dans le deck Nikia. Oh oui, Nikia des... Oh, oui, ouais, ça peut être sympa. Très bonne idée. Donc voilà, ça peut se faire. Ensuite, Actos l'épargné. C'est Achille, je crois. Oui, c'est complètement Achille. C'est une créature légendaire humain guerrier pour rouge, blanc. Donc c'est MC4, c'est une 6-1. Actos l'épargné attaque chaque combat si possible.
Au moment où Actos arrive sur le champ de bataille, choisissez 2, 3 ou 4 au hasard. Actos a la protection contre chaque coup converti de mana autre que le nombre choisi. Alors, c'est intéressant. Mais après, en fait, elle a deux problèmes pour moi. Déjà, c'est sa couleur. Parce que Boros, déjà, ça donne pas envie d'être joué. Malheureusement, en EDH, c'est toujours la plus mauvaise combinaison de couleurs. C'est terriblement triste, mais c'est vrai. Hein. Vous jouez Plume, éventuellement Firesong et Sunspeaker, mais... Après, j'aime bien Actos. J'aime bien Actos parce qu'il y a de la protéine. Il lui manque la célérité. Et il lui manque la célérité. C'est ça le vrai problème pour moi. J'avoue, pourquoi il a pas la célérité ? C'est vrai qu'avec la célérité, cette carte serait vraiment beaucoup mieux. Après, donc, qu'est-ce qui va se passer ? Quand il arrive sur le champ de bataille, vous choisissez 2, 3 ou 4 au hasard, et vous avez la protection contre tous les CMC autres que celui-ci. Voilà. Un truc important, c'est que vous prenez quand même les wraths. Oui. C'est, par exemple, le chiffre qui est retiré, c'est 2, par exemple, donc du coup, il a la protection contre les coups convertis de mana 4, enfin, inclus 4, donc tout le reste aussi. Mais 4, et que vous prenez une colère de dieu qui coûte 4, Actos, il part aussi en command zone. Voilà. La protection va vous empêcher d'être ciblé, d'être bloqué. D'être bloqué, ciblé, qu'on vous fasse des dégâts, ou enchanté, enfin bref, mais pas détruit par des effets qui ne ciblent pas. Voilà. Après, un truc qui a l'air très intéressant, c'est de jouer Actos Blink. Genre votre faiblesse c'est 3, quelqu'un vous met une annulation angoissée, et puis vous dites, en réponse, je vais blink Actos, avec un peu de chance je serai protégé contre le 3, et là, c'est 4, tout va bien. Non, mais de toute façon, il a blink, donc de toute façon, il a changé de... Oui. De toute façon, le sort à fizzle, donc même ça, c'est pas intéressant. Et puis pareil, pourquoi il est pas 7-1 non plus ? Ah, j'avoue. Parce que à 6, il faut taper 4 fois pour tuer un joueur au commander damage, et à 7, il faut taper 3 fois. Et c'est une très, très, très grosse différence. Parce que franchement, tu prends Ruan, d'Ifomori, qui est 7-7 pour 4, qui attaque à chaque combat si possible un adversaire au hasard, c'est beaucoup mieux parce qu'il est 7-7. Et donc du coup, effectivement, il tape juste 3 fois un joueur et c'est terminé. Ouais. Après, quand même, plus 1 d'attaque en Boros, c'est quelque chose qui se trouve, mais ça reste une opportunité ratée. Il lui aurait fallu ou bien la célérité, ou bien 7 d'attaque. Je viens de tilter un truc. Oui. En fait, c'est une très très mauvaise carte. Parce que tu ne peux pas le jouer en Voltron, parce qu'il aura la protection contre beaucoup trop de trucs. Ah mon dieu, non. Oh mon dieu, non. Oh, le plus tragique de tout. Oh non. Bon, voilà. Tu peux lui équiper tes jambons d'éclair une fois sur 3. Actos, je pense que vous pouvez l'oublier. En command zone, c'est mort. Et dans le deck, même, c'est pas intéressant. Je suis tellement déçu. Ça. Je suis tellement déçu. Je suis fan de mythologie en général. J'aime beaucoup la mythologie grecque. Et j'ai vu cette carte passer. J'en étais, mais genre, ultra fan. Et là, tu viens de me détruire tous mes espoirs. En plus, elle est bien designée, mais non. Elle est bien design. C'est un excellent design. Oh, tous mes espoirs. Non. Ah, je suis désolé. Je suis comme ça. Écoute, fais la prochaine carte pendant que moi, je vais noyer mon chagrin. Bon, allez, une petite carte qui noie le chagrin, les chatons, etc. Enfin, bref, tous les trucs comme ça. Pourquoi? Il s'agit de Heliod, souverain du soleil, donc le retour. Qui est pour 2 et 1 blanc, une créature enchantement légendaire dieu 5-5. Exactement comme dans le premier bloc Theros, il s'agit d'une créature qui est indestructible. Tant que votre dévotion au blanc est inférieure à 5, Heliod n'est pas une créature. Et celui-ci, il fait à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ou un enchantement ciblé que vous contrôlez. Vous pouvez mettre des marqueurs +1/+1 sur vos enchantements, comme ça, pour rigoler. Pour taquiner. Et pour... en vrai, c'est pour qu'ils se mettent les marqueurs sur lui, tant que ce n'est pas une créature, pour qu'il se booste d'avance, on va dire. Ou sur n'importe quel enchantement, hein. Sur Theros, il y a beaucoup d'animations. Vous avez des trucs genre, alors je crois que c'est animer la bibliothèque, enfin je suis pas sûr, mais il y a plein de méthodes pour transformer vos enchants en créatures, quoi. Voilà. Et en plus de ça, parce que ce n'est pas terminé, pour 1 mana incolore et pour 1 et 1 blanc, pardon, une autre créature ciblée acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Et c'est super fort, déjà. Parce que il coûte pas cher à poser, son effet est super bien, il peut donner le lien de vie si jamais vraiment vous en avez besoin sur un deck lifelink sur lequel toutes vos créatures n'ont pas forcément le lien de vie de base. Il booste tout le monde, le fait qu'il soit indestructible, forcément ça le rend relou à retirer de la table. Et en plus de ça, c'est une machine à infini colossale. Voilà, oui, alors regarde Blackwalker, c'est... ça même avec la baliste... avec la balista là. Oui. Enfin voilà, en gros, tout ce qui dit retire un marqueur, le Triskel par exemple, tant que ça dit retire un marqueur +1/+1, mettez une blessure, vous le mettez le lien de vie et c'est bon, il ping toute une table. Et c'est infini à mort. Alors le seul petit défaut qu'il a, c'est qu'il est mono blanc, et pour le rendre fort en mono blanc, il va falloir jouer cette stratégie et exclusivement cette stratégie.
Parce que, assez tristement, les gros payoffs de gain de vie sont quand même en noir, quoi. Bah ouais. C'est... Donc, très très bonne carte pour le deck. Oui. Ça, je vais peut-être m'en prendre un pour Lycia. Si vous jouez un truc genre un Karlov ou un Karlov, un Lycia, etc., vous allez adorer Heliod. Mais on le mettrait pas en Command parce que mono blanc. Parce que mono blanc. Et parce que si vous voulez faire un deck fort mono blanc, il va falloir jouer infini et faire des infinis T3 à peu près toutes les parties. C'est pas très drôle. Déjà, c'est pas très drôle. Vous n'allez pas trop vous amuser. Et puis en plus de ça, il y a quelque chose qu'il faut éviter, c'est les combos avec 2 cartes, dont votre commandant. Voilà, c'est trop simple à sortir. Si vous avez un combo infini où il faut genre 3 cartes qui sont dans votre deck, c'est suffisamment rare pour que quand ça arrive, bon, c'est bon, quoi. Sauf si votre deck, c'est votre infini et des tutors. Mais c'est un peu la même chose, le même problème que Niv Mizzet, Niv Mizzet Parun, ou bien même je crois que c'est Cérébropyre, le premier. Où vous mettez genre Niv Mizzet, une curiosité ou n'importe quel effet du genre, et vous avez gagné, point. Ouais. Et voilà, c'est pas super fun. Surtout qu'en plus, vous allez le faire une fois, et puis les adversaires vont dire, bon d'accord, donc il se passe ça à chaque fois. Donc dès que Niv Mizzet va toucher la table, il va mourir. On va garder de la removal juste pour ça, parce qu'il peut juste gagner de nulle part, sans raison. C'était mon deuxième deck DH, je crois, qui était comme ça, Niv Mizzet, Cérébropyre, Curiosité, Oidophidien, Vigie en tandem, et c'était pas très fun. Mon deuxième deck DH, je voulais faire un Niv Mizzet, puis j'ai commencé à le build et j'ai fait non. Donc encore une fois, si vous voulez jouer ce combo Niv Mizzet, faites-le, mais ayez-le dans les 99, quoi. Voilà pour Heliod. Maintenant, on va partir sur la couleur qui n'est pas sinistrée en Commander. En noir, Erebos, cœur lugubre. Voilà, c'est en parlant de sinistré, ma prononciation aussi. Mon Dieu. C'est une créature enchantement légendaire, dieu. 5-6, indestructible. Tant que votre dévotion au noir est inférieure à 5, Erebos n'est pas une créature. Bon, comme d'hab. Comme d'habitude. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, vous pouvez payer 2 points de vie. Si vous faites ainsi, piochez une carte. C'est très bien. Voilà, donc déjà ça c'est craqué, mais c'est pas fini. Pour 1 et 1 noir, sacrifiez une autre créature. La créature ciblée gagne -2, -1 jusqu'à la fin du tour. Et Erebos c'est 5-6. C'est super fort. Voilà, donc ça c'est... là par contre, tous les gens qui jouent Aristocrate, moi inclus, sont en train d'être terriblement heureux. À chaque fois que vous avez une créature qui meurt, vous piochez 2 points de vie, et vous payez 2 points de vie et vous piochez une carte. Juste ça, c'est très fort. C'est la moitié d'une non, pas une nécropotence, mais... Non, mais en fait, c'est comme... donc, le précédent Erebos, en fait, c'était avidité, grosso modo. Et là, en fait, vous n'avez pas besoin de payer de mana pour piocher vos cartes. Vous avez juste à payer vos points de vie. À condition que vous ayez une créature qui meurt, mais bon, sur un deck aristocrate, vous avez de quoi, justement, faire tourner ce genre de choses. On va rappeler, vu qu'on est sur les premiers épisodes, on va rappeler, aristocrate, c'est des decks qui consiste à sacrifier des créatures pour avoir plein d'effets, genre quand il y a une créature qui meurt, tout le monde prend un, quand il y a une créature qui meurt, vous piochez une carte, quand il y a une créature qui meurt, vous faites un jeton qui peut se sacrifier pour du mana, et vous jouez sur des synergies comme ça, où c'est plein de créatures et d'artefacts qui se sacrifient entre eux, et qui gagnent la partie comme ça. Voilà, aristocrate c'est ça. Voilà. Et en plus de ça, du coup, là, vous pouvez vous en servir pour sacrifier vos trucs. Donc, on appelle ça des sac outlets, mais enfin, c'est une usine à sacrifice. Donc là, par contre, vous devez payer du mana, donc vous pouvez pas sacrifier vraiment à l'infini, on va dire. Enfin, si, bien évidemment, mais voilà. C'est pas aussi facilement que ça. Voilà. Donc vous devez payer du mana et vous sacrifiez une créature. Donc vous pouvez payer vos 2 points de vie, piocher une carte. Et en plus de ça, vous affaiblissez le board adverse. Donc c'est -2, -1. Ils ont quand même eu la bienveillance de ne pas mettre -2, -2. Oui, quand même, parce que ça aurait été beaucoup trop fort. Mais, grosso modo, pour 1 et 1 mana noir, sacrifiez une autre créature, vous mettez -2, -1 à une créature et vous piochez une carte. Voilà. C'est plutôt très très fort quand même. Ça me fait beaucoup penser à Yawgmoth, enfin Yogg-Zebul. Non, le dernier Yawgmoth là qui est sorti. Bah pareil, en fait, tu payes des points de vie, tu sacrifies des créas et ça te fait piocher de la carte. Exactement, Yawgmoth qui était aussi d'ailleurs un excellent commandant en aristocrate qui va être rejoint par Erebos. Donc vraiment, c'est vraiment la fête aux cartes noires en ce moment. Clairement. Donc voilà, donc pas grand chose de plus à dire sur Erebos, il est très fort. Autre dieu, autre couleur. Allez, pour Purphoros, sang de bronze, qui est donc du coup pour 4 et 1 rouge, une créature enchantement légendaire dieu, il est 7-6, indestructible, tant que votre dévotion tant que votre dévotion au rouge est inférieure à 5, ce n'est pas une créature, bon ok, classique. Les autres créatures que vous contrôlez ont la célérité, donc il ne se donne pas la célérité à lui-même. Ça déjà, je trouve ça un petit peu dommage en vrai. Et pour 2 et 1 rouge, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature rouge ou de créature artefact depuis votre main. Sacrifiez-la au début de la prochaine étape de fin. Alors,
Je ne sais pas quoi penser de cette carte. Je vois ton gigantesque sourire, tu veux faire croire ça à qui? Ben non, mais en vrai, parce que... Donc, alors, pourquoi est-ce qu'on pense ça? Parce que c'est sneak attack, en fait, donc c'est attaque surprise. Attaque sournoise ou attaque surprise, je sais pas lequel. Pour 2 et un rouge, donc au lieu d'un juste mana rouge, mais vous mettez une carte de votre main de créature, et puis vous la sacrifiez à la fin du tour, mais c'est pas grave, parce que vous gagnez dans le tour, ou alors vous la renvoyez en main, ou alors vous la sacrifiez. Vous avez mis un colosse de pestacier au hasard, hein, parfaitement au hasard. Alors, donc cette carte peut être quelque chose de très très drôle avec lequel vous rigolez avec vos amis, ou quelque chose où vos amis vous haïssent pour le restant de vos jours. Voilà. Et alors, en vrai, je suis dubitatif. Ouais, moi aussi, mais... Parce que c'est pas n'importe quelle créature. Et alors, ils y ont pensé quand même, c'est créature rouge ou créature artefact, c'est-à-dire que les Eldrazi, c'est pas possible. Voilà, en fait, le truc, c'est que du coup, vous pouvez pas mettre un Eldrazi, donc vous pouvez pas sortir Emrakul, vous pouvez pas sortir Carcasse Protéenne, pardon. Excusez-moi du peu. Bah si tu peux, tu le mets pas en command zone, c'est tout. Oui, voilà. Non, même pas. Mais non, créature rouge ou artefact. Ah oui, non, effectivement. Tu ne peux pas. Donc en fait, pour moi, c'est ça qui bloque. Bon, et outre le fait aussi qu'il se file pas la célérité à lui-même, en vrai, c'est tellement dommage, il coûte 5, il pourrait avoir la célé. Ouais, je suis pas... En fait, son effet statique, je le trouve cool, mais il aurait pu être un poil mieux. Et son sneak attack, il peut faire des trucs très débiles. S'il se donne la célérité, voilà. Il risque... Alors remarque, non, il est à 5 de mana, genre même en standard, ça va pas être craqué. Ben, c'est 5 de mana, et en plus de ça, il faut que t'aies la dévotion. Ouais. Donc ça fait beaucoup de conditions, je pense. Oh, j'avoue. Après, bon, c'est peut-être... Après les sets un peu pushed qu'il y a eu récemment, c'est peut-être pas si mal qu'il y ait un power level un peu moins craqué. Ouais, on se plaint beaucoup, genre. On se rappelle encore des ravages de Oko, quoi. Hein, c'est... Les flashbacks de Oko. Des élans, je vois des élans. On se réveille encore la nuit. Non, pas les élans 3-3. Ils me poursuivent. Donc, ouais, pour Fouros, tu vois, en zone de commandement, je pense pas, vraiment. Il y a tellement mieux en mono rouge. Oh, moi, il me tente un peu quand même. Ah ouais? Il me tente un peu sur les bords, parce qu'il y a tellement des trucs drôles en mono rouge quand même. T'as des Dracoussettes, t'as des... Juste pour jouer Draco. Oh non. Juste pour poser des gros Dracos sales. Ah ouais, tu peux jouer Draco pour 3, c'est génial. Tu peux jouer des Dracoussettes, des escoufles en fer tyran, des trucs. Non, je vais maintenir qu'il y a moyen de faire des choses rigolotes avec. C'est vrai que la célérité en zone de commandement, c'est pas dégueu quand même. Voilà. Non, moi je l'aime bien. Il sera pas fantastique nécessairement, mais je pense qu'il y a des choses à faire avec. Ouais. En plus, il a un petit peu l'armure de Thanos, c'est vrai que c'est rigolo. Exactement. Il est un peu moins violet quand même. Bon, on a vu le rouge, qui est une couleur qui est de moins en moins sinistrée en EDH. Moi, il y a quand même des decks rigolos à faire. Oui, c'est pas le blanc. C'est pas le blanc. Le rouge était la pire couleur à une époque, et puis Wizards se sont rendus compte que de ça, ont beaucoup aidé le rouge, et le blanc reste dans la poussière. Donc, Clotis, déesse de la destinée, pour 1 et Grul. C'est une créature enchantement légendaire dieu, indestructible toujours. Tant que votre dévotion est au rouge et au vert est inférieure à 7, Clotis n'est pas une créature, voilà, ça on l'a assez répété. 7 parce qu'elle est bicolore. Voilà, donc c'est à savoir que donc le rouge et le vert comptent envers ça. Au début de votre première phase principale, exilez une carte ciblée d'un cimetière. Si c'était une carte de terrain, ajoutez un mana rouge ou un mana vert. Sinon, vous gagnez 2 points de vie et Clotis inflige 2 blessures à chaque adversaire. Et c'est une 4-5. Donc ça coûte pas très cher à jouer. C'est relou à remove. Ça vous rampe. Et ça exile des trucs des cimetières. Et en plus de ça, ça peut ping... Par contre, voilà, donc les blessures, vous pouvez les infliger que aux adversaires. Enfin, c'est chaque adversaire qui va prendre, donc c'est assez bien. Ça vous fait gagner quelques points de vie. Elle fait un peu tout, en fait. Elle fait un peu tout. Mais je t'avoue que les commandants qui t'apportent juste un peu de value comme ça ne me font pas rêver. C'est vrai que pareil, j'aime bien build autour du général, vraiment, ouais. Qu'il soit vraiment central sur le deck. Si vous êtes en train de jouer un Good Stuff Gruul, vous serez toujours content d'avoir ça. Mais voilà, c'est-à-dire que nous, on aime bien des généraux qui font des trucs un petit peu rigolos, etc. Et Clotis... même si elle est très efficace au niveau value, en fait, c'est ne sympa. nous fait pas rêver. En fait, c'est sympa dans un deck toolbox. Ouais. Mais la mettre en zone de commandement, c'est pas la meilleure des choses que vous aurez à faire, je pense. Voilà, en toolbox, par contre, ou dans les 99, c'est quelque chose qui peut être très intéressant parce que ça exile du cimetière, et donc tous les decks cimetières vont détester avoir ça sur la board. En sachant que même si jamais c'est pas un deck cimetière, vous enlevez des cartes qui ont flashback ou quoi, ça peut faire le taf. La haine vers le cimetière, là, c'est très utile en EDH tout le temps, surtout nous en plus on a tellement de decks qui jouent cimetière. Clairement. Donc voilà, il y a des choses à faire avec Clotis. Et nous, personnellement, elle nous vend pas beaucoup de rêves. Ouais.
Donc ça, c'était les commandants. On va maintenant passer sur les cartes individuelles, en commençant par le blanc, la pauvre couleur sinistrée, qui a eu quelques jouets quand même, cette extension. Qui a eu quelques jouets, clairement, à commencer par... allez-y. Alcéide du don de vie, mon dieu quoi. C'est pour un mana blanc, une créature enchantement en nymphe, elle est 1-1 en lien de vie. Et pour 1 sacrifié, non je ne vais pas le redire, la créature ciblée ou l'enchantement ciblé que vous contrôlez acquiert la protection contre la couleur de votre choix jusqu'à la fin du tour. Comment elle s'appelait cette carte ? Mer des runes. Non, pas Mer des runes parce que c'est une seule fois là du coup. Qui fait regard 1, c'est genre. C'est pareil, la créature ciblée ou l'enchantement ciblé que vous contrôlez gagne la protection contre la couleur de votre choix. Je vois de quoi tu parles. Ego, j'irai la retrouver et je la mettrai en visuel. Faites semblant qu'on l'a dit aussi. Mais donc voilà, c'est de la prot, ça arrive tôt dans la partie, ça vous fait gagner quelques points de vie, ça envoie des petits messages genre tiens, toi tu prends ça. Et puis ça peut se sacrifier tout seul si jamais vous êtes dans un deck aristocrate. C'est pas fantastique, mais c'est pas nul. On peut trouver un endroit où la mettre, quoi. C'est ça, et puis même en plus c'est en jeu, les gens ils disent j'ai pas envie de dépenser ma removal donc je vais la mettre ailleurs, et puis en fait vous économisez une removal. Parce que les gens savent que vous pouvez donner la protection. Alors ça aussi, donc on revient plutôt sur la politique. Quand les gens disent je vais remove ton truc, dites-leur, mais t'es sûr, je vais juste sacrifier mon Alcéide et lui donner la protection. Parce que si vous avez... Généralement, ce que les gens vont faire, c'est ils vont dire ah ouais t'as raison, j'ai pas envie, et ils vont vous laisser genre complètement gratuitement. Voilà. Et donc en fait, ce que vous venez de faire, c'est pour 0 et ne sacrifiez pas l'Alcéide. Vous venez de protéger votre bestiole. Voilà. Donc c'est encore une fois, ça c'est des petits trucs qu'on fait. Si vous êtes en face et que cette personne vous dit qu'il va faire ça. Faites-le quand même, hein. Si c'est un gros éveil du Mirari ou un truc qui est trop problématique, faites-le. Voilà. C'est pas grave si jamais vous devez le casser entre guillemets 2 fois. Le retour de Daxos. Le reparu. Mon dieu. Daxos, béni par le soleil, créature enchantement légendaire, demi-dieu pour blanc-blanc. L'endurance de Daxos est égale à votre dévotion au blanc. Donc c'est une 2 étoiles, et qui sera au minimum de 2 du coup, parce qu'il se compte lui-même dans la dévotion. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille ou meurt, vous gagnez un point de vie. Donc ça rappelle les... comment ça s'appelle pas les prêtresses de suture, mais... Enfin vous savez là, toutes ces créatures blanches pour un mana blanc, c'est des 1-1, à chaque fois qu'une créature arrive en jeu, ou à chaque fois qu'une créature meurt, vous gagnez un point de vie. Là c'est les deux d'un seul coup, mais seulement pour les créatures que vous contrôlez. Voilà. Et vous pouvez le mettre en command zone. Je vous le conseille pas. C'est vrai qu'il est légendaire, effectivement. Mais vous pouvez le mettre en command zone. Dans un deck, encore une fois, Karlov. Ah, dans Karlov, oui. C'est infâme, c'est horrible, c'est génial, c'est fantastique. C'est tout ce que vous voulez faire. Donc c'est excellent, tout simplement. Sur un deck Karlov, c'est fantastique. Sur un deck life gain, etc. À savoir que donc les decks qui gagnent de la vie, qui sont exclusivement blancs, vont être généralement un peu moins forts que les decks Orzhov qui ont le même plan. Oui. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé dans les commandeurs possibles. Mais si vous vous sentez de faire un deck mono blanc parce que vous aimez le challenge, parce que vous aimez Daxos et que vous voulez le mettre en zone de commandement, c'est faisable. Archonte de la grâce solaire. Il s'agit d'une créature qui coûte 2 et 2 mana blanc. C'est une créature archonte. Je crois qu'il y avait déjà eu des archontes, mais je crois que c'était des élémentaux, etc. Je suis pas sûr que ce type... Non, il y en a déjà eu. Il y en a eu genre très récemment. Je sais pas si c'est dans Eldraine ou dans Magic 20, mais tu as eu quelques archontes qui sont passés genre très récemment. Ah, Probablement pour ça que cette créature arrive maintenant. C'est pour le standard, je pense. D'accord. Donc du coup, pour 4, il s'agit d'une créature archonte 3-4 vol lien de vie. Les créatures Pégase que vous contrôlez ont le lien de vie. Bon, pourquoi pas. C'était Pégase avec des crocs de vampire. Non. Et à chaque fois qu'un enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, créez un jeton de créature 2-2 blanche Pégase avec le vol. Je suis pas content de cette carte. En fait, le truc, c'est que ce n'est pas une créature enchantement elle-même, donc dans un deck enchantement, c'est déjà une carte que vous avez entre guillemets perdue. Imagine, t'as ça qui est joué sur un Zur, un Tuvasa, un Estrid. Ouais, mais genre pareil, ça donne le lien de vie que à vos Pégases. Vous n'aurez pas d'autres Pégases que ceux qui vont être créés par cette carte. Oui, donc probablement pas. Je sais pas. Ça fait un créateur de jetons pour les... C'est un créateur de jetons pour 4, je vais te dire, t'as le mystique murmurant qui fait des pious 1-1 pour... à chaque fois que tu lances un instant ou une sorcerie. Mais un instant ou une sorcerie. Genre c'est quand tu rampes, pas quand tu vas poser des gros enchantes, enfin voilà.
Je pense qu'il y a des choses à faire. Je pense que cette carte peut avoir de la valeur. Alors, pas partout, mais ça peut être quelque chose que vous voudrez sur un deck enchant un peu niche, donc on en parle. Ouais. Tout simplement. Alors, en parlant des joujoux que le blanc a eu cette expansion, Archonte des Étoiles Descendantes, pour 4 blanc, c'est une créature Archonte 4/4, vol. Quand l'Archonte des Étoiles Descendantes meurt, vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille une carte d'enchantement ciblée depuis votre cimetière. Nécromancie. Voilà. Ok, donc en fait c'est World Gorger Dragon, sauf que c'est une vache avec des ailes. Et donc c'est un peu plus ridicule, ça coûte moins cher et c'est blanc. Et ça blink pas Thaïlande aussi. C'est... Ouais, mais genre, par exemple, je sais pas, vous avez votre deck Reanimator, Orzhov, voilà, vous êtes bien dans votre truc, et vous dites, tiens, mais je joue Nécromancie. Ben voilà, vous avez un infini, GG. Ça, vous avez des entrées de champ de bataille à l'infini, si vous jouez Aristocrate en général. Si vous avez un truc qui ping tout le monde de 1 pour à chaque fois qu'une créature arrive sous votre contrôle, vous avez gagné la partie. Voilà, donc... Oh, tu n'es pas heureux de voir un nouvel infini Nécromance? Non. J'ai sorti World Gorger Loop, mais si j'ai sorti World Gorger de mes decks, mais que je joue ça va. Non, d'accord. Voilà, bon, excusez-nous. Lumière de bannissement, bon ça c'est un reprint, c'était déjà arrivé dans Incursion dans Nyx. Pour 2 et 1 blanc, enchantement, quand la lumière de bannissement arrive sur le champ de bataille, exilez un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que la lumière de bannissement quitte le champ de bataille. C'est un Oblivion Ring. C'est le cercle de l'oubli avec un wording un petit peu différent. Voilà, le cercle de l'oubli a une petite spécificité, c'est-à-dire que si vous l'enlevez pendant que la capacité qui exile est sur la pile, cette carte ne reviendra jamais. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont changé le wording sur cette carte et que ça marche comme ça aujourd'hui. Bon, bref, c'est un cercle de l'oubli, c'est joué partout, c'est utile, c'est de la removal en blanc. C'est toujours notable en fait comme carte. Toujours intéressant à avoir sous le coude. Décidément, donc Eidolon de l'obstruction. Pour 1 et 1 blanc, il s'agit d'une créature enchantement, esprit, 2-1 initiative. Donc 2 initiative, c'est quand même bien relou pour 2. Et surtout, les capacités de loyauté des Planeswalkers que vos adversaires contrôlent coûtent 1 de plus à activer. Est-ce que tu payes 1 ? C'est ça, exactement. C'est genre, à chaque fois que quelqu'un voudra activer un de ses Planeswalkers, il devra pomper du mana dedans. Voilà. C'est rigolo, j'aime bien le principe. C'est rigolo, non, mais j'aime bien le principe. Tous les joueurs de Gadoctic viennent d'avoir, je pense, des petits guili-guili dans le ventre, là. Non, c'est... Voilà, c'est encore une pièce de taxe, en fait, tout simplement. C'est du Stax. Si vous jouez Hatebears, vous êtes absolument extatique. Ça rentre dans Gadoctic, ça rentre dans Grand Arbiter. Bon, Grand Arbiter, c'est plus Stax que Hatebears. Mais... Et en vrai, même pas tant que ça. Je vais rajouter une nuance, quand même, parce que j'ai un deck Lycia, donc du coup un gros vampire sur les couleurs mardues. Et j'ai rentré dans le deck, vraiment main deck, c'est un deck contrôle, et du coup j'ai rentré le sort ancestral, donc Elder Spell. Et en vrai... Si jamais vous jouez dans un groupe dans lequel il y a beaucoup de Planeswalkers, oui, n'hésitez pas. Mais sur notre groupe, en fait, on n'en joue pas tant que ça, et donc du coup, c'est une carte que je vais finir par remplacer. Alors que c'est une carte qui est très forte, et justement, c'est mon seul removal vraiment ciblé pour les Planeswalkers. Mais voilà, si jamais vraiment ça abuse des Planeswalkers, etc., si jamais vous êtes dans un groupe, par exemple, où au hasard, vous voyez que des Narset, etc., n'hésitez pas à jouer ce genre de carte, mais si jamais c'est pas trop dans votre groupe, n'hésitez pas à passer à côté. Voilà, c'est situationnel. On en parle, pas nécessairement pour tout le monde, mais suffisamment utile pour être noté. C'est ça, ça existe. La protégée d'Iroas, pour 2 et 1 blanc, créature humain et soldat, qui est une 2-2. Constellation, à chaque fois qu'un enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, la protégée d'Iroas acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Donc ça, pour un deck Voltron, donc pour une créature qui sera à côté, donc par exemple dans un bon gros deck Bruna. Dans un gros Bruna, dans un Zur... Ouais, dans Zur, ouais. Sur Voltron, ouais, clairement. Ça peut être très très utile, parce que si vous jouez un Voltron, que vous avez genre la protégée d'Iroas et Zur sur la board, vous allez lui chercher un gros enchant qui buff, elle a de suite la double init, et d'un seul coup, elle met une grosse claque à 16, qui est sortie d'absolument nulle part, et ça calme très très vite. Après, ce genre de créature, justement, c'est pour les moments où votre général il commence à coûter trop cher, ou alors votre général il vient de se faire remove, bon ben voilà, vous avez votre plan B. Et bon, ça va être assez sympa, je pense qu'on peut l'avoir. On peut l'avoir. Next, vacillement du destin pour 1 et 1 blanc, il s'agit d'un éphémère. Exilez une créature ciblée ou un enchantement ciblé, puis renvoyez-le sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Donc c'est change nuage, mais pour 1 de plus, et ça cible aussi les enchantements. Voilà.
C'est un blink de plus. C'est un blink de plus. Et c'est un blink instantané. C'est Oui. vrai qu'on a vu pendant une bonne époque des blinks où ça revenait sur la prochaine end-step, etc. C'est quoi? C'était Teferi's Time Twist, donc Oui. Sur War of sur, Spark. sur la garde de l'étincelle, effectivement. Donc voilà, donc pareil, c'est suffisamment intéressant pour être noté. Intervention d'Eliod pour blanc, blanc et X. C'est un éphémère. Choisissez l'un, détruisez X artefact ou enchantement ciblé. Le joueur ciblé gagne 2 fois X points de vie. Spoilers, vous n'allez pas utiliser la deuxième. Et là, c'est ouf. Juste, vous le sortez, puis il y a toute la table qui soupire, parce que vraiment, ça peut vraiment faire le café. Ouais, c'est très très fort. Parce que même si vous le jouez pour le prix d'un commandement d'austérité, donc 4 et 2 blancs, vous détruisez 4 artefacts et enchantements. Et donc, du coup, c'est... C'est un board wipe pour les artefacts et les enchantements, tout Et simplement. Quoi. même en plus de ça, c'est un petit peu mieux, parce que vous n'êtes pas obligé de cibler vos propres trucs. Oui. Et donc ça, c'est le côté intéressant. En plus, c'est un éphémère. Pourquoi je joue pas ça dans Bria, moi? Parce que c'est pas sorti encore. Ah oui, c'est vrai. on est en train de faire... on enregistre l'épisode au moment où il y a les AP qui tournent. Voilà, c'est pour ça qu'on fait la review de set maintenant. Et donc, voilà, non, c'est super cool. En éphémère, quoi. Mon Dieu. Alors, les interventions, il y en a tout un cycle. C'est la seule qui est jouable. C'est la seule qui est jouable en commandeur. Vous avez celle d'Erebos qui est jouable en standard. Mais vraiment, celle d'Eliod, c'est la seule qui a retenu notre attention. Donc, ouais, franchement, celle-là, dès que vous pouvez, jetez-vous dessus. Si jamais vous l'avez chopé en AP, l'échangez pas de suite, attendez que ça monte en valeur. Aussi, en exemple, c'est quoi? C'est rendre à la poussière qui est complètement qui est partout. super fort. Alors ça détruit au lieu d'exiler, donc c'est un peu moins bien, mais vous avez la flexibilité en plus. Ouais. Et en plus, si au hasard d'aventure vous jouez Karlov, enfin, jouez ça quoi. Bon, ouais, gagner 2 fois X points de vie, ça peut être rigolo quand même. Dans la plupart des decks, c'est pas grand chose, mais sur Karlov, ça peut être de suite très intéressant. En fait, le seul fait que vous ayez le choix, en fait, c'est déjà intéressant. Voilà. C'est en EDH, tout ce qui est versatile, tout ce qui va vous permettre tout ce qui va vous laisser plusieurs options, c'est génial. Voilà. Nous avons la pèlerine d'Eliod. Il y a plein de trucs d'Eliod. Pour 2 et 1 blanc, il s'agit d'une créature humain et claire. Elle est 1-2. Quand la pèlerine d'Eliod arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte d'aura, la révéler et la mettre dans votre main et mélanger ensuite votre bibliothèque. Alors, c'est pas une carte d'enchantement, c'est une carte d'aura spécifiquement. Mais encore une fois, voilà, si jamais vous jouez un deck Bruna par exemple, c'est un tutor de plus. C'est un tutor pour des auras. C'est son seul intérêt. Si vous jouez du blink, etc., ou des moyens de flicker, genre sur un Brago ou quoi, ça vous permet d'aller fetch à plusieurs reprises. Voilà, c'est tout. Moi, ça peut être intéressant. Oh, reprint. On parlait du tutor, tiens. Précepteur idyllique. Bon, bien entendu, celle-là, tout le monde l'attendait. Pour 2 et 1 blanc, rituel. Cherchez dans votre bibliothèque une carte d'enchantement, révélez-la, mettez-la dans votre main et mélangez ensuite votre bibliothèque. Merci Wizards pour ce reprint. Peut-être qu'on aura des reprints plus intéressants. Ouais, mais celui-là, il fait plaisir. Ah, il fait tellement plaisir. Elle valait un peu plus de 10 balles, quoi, sur les anciennes éditions. Donc ça fait toujours plaisir de voir des reprints comme ça. Peut-être qu'on verra des... alors Vampiric Tutor, je sais pas si on le reverra. Ça m'étonnerait. Les gros tutors, ça m'étonnerait. Mais bon, voilà, enfin, peut-être c'est pas un petit tutor non plus, mais voilà, ça coûte un petit peu plus cher et c'est un rituel. Mais c'est en mono blanc. Encore une fois, c'est... sympa à voir. Toujours sympa à voir. Oh non, un élan. Un élan. La bénédiction de Karametra pour un mana blanc. Éphémère, il y a un élan sur la carte, voilà, c'est dit. La créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Si c'est une créature enchantée ou une créature enchantement, elle acquiert aussi la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Au hasard, éventuellement dans Plume. Ouais, mais en vrai, je trouve que c'est dommage qu'elle ne puisse pas cibler les enchantements. Ouais. Mais après, bon, +2/+2 sur votre enchantement, vous en foutez. Voilà, donc on en parle quasiment exclusivement pour Plume, mais vu que c'est un commandant qui est très populaire en ce moment, et qui est un peu le seul espoir de Boros en cette belle année 2020. Et encore, même, tu joues même pas d'enchant tant plus. Ah non, mais j'en parle parce que ça peut ouvrir du design space, ça peut être intéressant. Puis c'est une petite protection pour un, c'est toujours sympathique. Voilà, selon ce que vous jouez. Rien de plus, rien de moins. Révocation de l'existence, ça aussi c'est une reprint. Ouais. C'est pour 1 et 1 blanc, rituel, exiler l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé. C'est un exil. C'est un exil pas cher, les exils c'est bien. Généralement vous jouerez plutôt un rendre à la poussière, etc. Mais ça c'est une alternative parce que ça vaut complètement rien. Voilà, c'est un rituel en plus, mais du coup on peut être rebuté en fait, mais pour 2 petits exils là comme ça fait bien, ça tue les dieux. Oui.
Et c'est d'ailleurs probablement pour ça qu'ils l'ont reprint ici. Oui. Ils l'ont genre en commune, etc. pour pas que ça casse trop les affaires. Ah bah t'as ton dieu, ta grosse bombe, eh bah pour 2. C'est ça, voilà, pour 2, elle repart dans l'Oblivion d'où elle est née. Si vous est arrivé ça sur la paix, on vous respecte. Une petite carte rigolote. Fracassement du ciel pour 2 et 2 blancs, il s'agit d'un rituel. Chaque joueur qui contrôle une créature de force supérieure ou égale à 4 pioche une carte, puis détruisez toutes les créatures. C'est une vrasse, mais ça fait piocher les gens. Ouais. C'est vraiment... Ça, c'est la vrasse group hug. Ça, c'est ce qu'on aime. C'est la vrasse... Surtout, tu rends ta créature indestructible. Et tu pioches quand même. Ouais, c'est pas faux. Celle-là, je joue un deck donc Gwyn... Hero of Ashvale, et je vais rentrer cette carte absolument de suite. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas fort. Donc, déjà, c'est une brave. C'est une brave pour 4. Ça fait toujours plaisir de les revoir parce que Colère de Dieu, c'est très cher pour ce que... Il y en a une autre aussi, Jour de condamnation, je crois, le nom. Alors, je suis plus sûr. Au passage, Colère de Dieu, ça vaut beaucoup d'argent. Jour de condamnation, ça en vaut beaucoup moins. Ça en vaut beaucoup moins. Et pour nos besoins, c'est exactement la même chose. Parce que vraiment, la régénération, c'est quand la dernière fois que ça vous a emmerdé? C'est pas faux. En vrai, Fracassement du ciel, moi je la déconseillerais. Aussi bizarre que ça puisse paraître, sauf si vraiment vous avez un deck adapté pour. Mais quand vous voulez Vrasse, en fait, c'est que vos adversaires sont en position de force. Et du coup, ça veut dire que c'est eux qui auront les créatures, vu que c'est une Vrasse pour créatures. Et donc, du coup, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chances, en fait, que tout le monde pioche. Oui. Et même que vous ne piochez pas. C'est aussi une possibilité. Donc, avec parcimonie. Voilà, moi j'aime beaucoup cette carte parce que je joue un deck donc Gwyn basé sur rendre Gwyn indestructible absolument tout le temps et la garder en la rendant genre linceul indestructible en lui rajoutant des keywords dessus gratuitement. Donc moi je l'aime beaucoup, mais ce que Blazing dit est très vrai. Si vous n'avez pas un deck fait pour, jouer une vraie plus classique. Le représentant transcendant pour 1 et 1 blanc, créature enchantement Griffon, c'est une 1-2. Vol, les sorts d'aura que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer, c'est tout. Alors ça c'est intéressant avec des cartes type... Enfin les cartes qui ont la grâce. Oui. Donc c'est plutôt cool, c'est toujours une réduction de coût. Si vous stackez ça avec des réductions de coût pour les enchantements, genre, ça peut devenir vite intéressant. Encore une fois, c'est des pièces pour construire quelque chose. Voilà. Après voilà, le problème c'est que c'est aura encore une fois et c'est pas enchantement. Et ça c'est dommage. Nous arrivons immédiatement sur des très très grosses cartes, donc nous changeons de couleur, nous arrivons pour le bleu. Couleur sinistrée en EDH, hein. Ils ont jamais déjoué. Les pauvres mages bleus, ils sont négligés. Le bleu en plus, il est sous-représenté. Bien évidemment, c'est du troll. Hein. Vous arrivez sur une table, il y aura au moins un joueur qui va jouer bleu, c'est obligé. Alors on est obligé de parler cette carte parce qu'elle est en train de faire hurler absolument tout le monde, genre sur le CEDH, sur le DH, c'est l'oracle de Tassa. Voilà, on avait Maniaque de laboratoire, on avait le dernier Jace. Mais c'était pas assez fort. Donc du coup maintenant il y a l'oracle de Tassa. C'est pour 2 mana bleus, il s'agit d'une créature, ondin et sorcier, elle est 1-3. Quand l'oracle de Tassa arrive sur le champ de bataille, regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque, X étant votre dévotion au bleu. Mettez jusqu'à l'une d'entre elles au dessus de votre bibliothèque et le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Jusque-là, tout va bien. X étant égal à votre dévotion bleue. Sauf que si X est supérieur ou égal au nombre de cartes dans votre bibliothèque, vous gagnez la partie. Oh merde. Voilà, donc Sheldon Menelli a sorti un tweet comme quoi il surveillait cette carte de très très près parce qu'elle avait le potentiel de tellement casser le CEDH qu'ils allaient probablement la ban. Voilà, parce que en gros, le problème c'est que donc, si jamais vous avez beaucoup de dévotion bleue, donc vous avez grand minimum 2 de dévotion bleue tant que l'oracle est sur la table. Le problème, c'est que si jamais vous avez 0 carte dans votre bibliothèque, que vous jouez l'oracle de Tassa, donc vous avez et que vous faites remove l'oracle de Tassa, donc du coup vous avez 0 de dévotion au bleu par exemple, eh ben X est égal à 0, sauf que vous avez 0 carte dans votre bibliothèque, donc vous gagnez quand même la partie. Voilà. Et c'est ce qui va se passer, c'est la raison pour laquelle Alors Sheldon Menelli et le Rules Committee disent que ils ne bannissent pas les choses en fonction du CEDH parce que c'est trop loin de ce que eux ils veulent faire pour ban en fonction de ça. Ils veulent ban pour le monde plus général de l'EDH. Et ça, c'est le moment où ils risquent de faire une exception. Voilà, parce que le problème c'est que en compétitive EDH, apparemment tous les decks sont en train de s'articuler autour de cette carte. Oui, bah en même temps c'est... Donc c'est un petit peu absurde. Après, si jamais donc du coup dans votre pod EDH casu, hein, comme on va le dire, c'est une carte qui est plutôt bof,
en vrai. Oui. C'est genre juste vous voulez la jouer pour son effet qui gagne en fait, et donc du coup vous voulez vraiment la jouer au tout dernier moment possible. Si vous avez éventuellement un deck, genre un deck value avec du bleu et que vous voulez vous en servir d'une façon faire, bon vous pouvez, mais c'est pas pour ça que la carte existe, quoi. Mais ça parce qu'en plus vous faites même pas piocher, la carte que vous avez choisie, elle est au-dessus de votre bibliothèque. Ouais. C'est toujours miracle à la limite. Ah ouais, peut-être pour Aminatou, vu que c'est à chaque fois qu'elle arrive sur le champ de bataille. Ouais, tu la blinkes. Ouais, donc, si vous jouez à Minatou, c'est probablement une carte que vous aimez bien. Ouais, c'est parce pas que faux. vous aurez minimum 3. Ouais, c'est une top, hein. C'est une top à tous les tours dans Aminatou. Si jamais il y a juste Aminatou et l'oracle sur la table, ouais, donc ça peut être potentiellement mieux que top. Donc si en fait. Et en plus, ça met en dessous. C'est-à-dire que ça vous permet de prendre une carte et de sortir le reste. Ouais. Donc c'est du filtre. Non, s'il y a moyen de la jouer de façon propre. Ouais, clairement. Dans un deck Blink, ça fera l'affaire. Propre et Aminatou dans la même phrase. Non, mais bon, genre par exemple, même dans un deck Rune, même Brago, éventuellement, ça peut être intéressant. Ce genre de choses, ça peut être cool. Donc il y a moyen d'en faire des choses. En harmonie avec les étoiles, c'est un enchantement aura pour 3 et 1 bleu. Enchanté créature ou enchantement. Le permanent enchanté est un enchantement et perd tous ses autres types de cartes. Enchantement. Enchanté, enchantement, le permanent enchanté est un enchantement. Non mais surtout, enchantement, aura, enchanté, créature ou enchantement, le permanent enchanté est un enchantement et perd tous ses autres types de cartes. C'est genre, en quelques mots, là, en quelques lignes, il y a 1, 2, 3, 4, 5 fois enchantement ou enchanté. Ça fait beaucoup. Enchanté, moi c'est Crucifix. Ouais, c'est un peu ça. Prends ta place parmi les étoiles. Alors. Et donc justement, prendre ta place parmi les étoiles, moi ça me fait penser à To the Moon. Ben non, surtout ça pour moi c'est beaucoup plus quelque chose, parce que tu perds le permanent enchanté est un enchantement, il perd ses autres types de cartes, mais il a toujours le reste, c'est-à-dire que vous pouvez transformer n'importe quel commandeur en dieu, qui devient complètement immunisé au draft. Ouais, mais du coup, il peut plus attaquer si jamais ce n'est pas une créature. Oh, mais on s'en fiche. Mais après, c'est vrai que si jamais vous avez un général, en fait, qui n'est là que pour... comment dire, qui n'est là que pour un effet, en fait, qui est marqué sur la carte et que juste vous pompez votre main dedans, bah, Tratios, par exemple. Au hasard. Qui n'est absolument pas là pour attaquer, ben en fait, vous le protégez contre tous les anti-créatures. Counterbiter. Non. Nous ne parlerons pas du mal. C'est vrai qu'il lui manque noir, en fait. Il devrait être noir foncé, grand arbitre. C'est un peu ça. Good. Je dis ça parce que t'as pas vu le dernier film. Bref. Est-ce que c'est vraiment grave? Non. Pardon, excusez-nous, on balance. Alors là, on a perdu des viewers, tu le sais. Hein. Ouais, moi, j'ai dit on en a gagné plein, mais non, parce que c'était pas en train de regarder la vidéo. Non, voilà, exactement. Excusez-nous, on digresse. Donc, la suite, Thaumaturge Protéen. Déjà, il y a Protéan dedans, déjà, c'est bien. Je suis sûr, c'est fort. Pour 1 et 1 bleu, il s'agit d'une créature humain et sorcier. Pour 1, il est 1-1, pardon. À chaque fois qu'un enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez faire que le Thaumaturge Protéen devienne une copie d'une autre créature ciblée, excepté qu'il a cette capacité. Mais c'est pas mal pour un des clones. Bah, c'est un clone, en fait, qui peut aller cloner d'autres choses si à chaque fois que vous jouez un enchantement. C'est un peu comme c'est quoi, c'est l'invocation des streets qui fonctionne comme ça? Ouais, c'est ça qui arrive sur le champ de bataille en tant que copie d'un enchant, et à chaque tour, vous pouvez le blink pour qu'il revienne, et donc dès qu'il revient, vous pouvez choisir de nouvelles cibles. Donc en gros, à chaque tour, vous avez la meilleure créa de la board. Voilà. Et c'est super cool. Et ça, je pense que c'est une carte qu'on va voir. Et c'est peut-être même une carte que je vais jouer selon ce que je vais jouer par la suite. Complètement, moi aussi. Parce que ça a l'air très drôle en plus. C'est pas unfair. Oui, exactement. C'est pas unfair. Et si jamais c'est unfair, c'est que vos adversaires jouent des trucs dégueulasses, donc c'est leur faute. Bah, c'est ça. Et genre, par exemple, il y a Phantasmal Image qui est super fort. Donc c'est image fantasmagorique. Qui coûte 1 et 1 bleu et qui clone un truc. Mais lorsqu'il devient la cible d'un sort d'une capacité, vous devez sacrifier cette créature. Et donc c'est méga fort parce que c'est un clone pour 2, sauf que là du coup ça coûte 2, mais avant de cloner, il faut pouvoir jouer un enchantement. Sinon c'est juste une 1-1 avec cette capacité. Voilà. Donc franchement équilibré et qui a l'air assez rigolo, et pour un deck clone, ça fait un nouvel outil. Exactement. Le Sage des Mystères pour 1 mana bleu. C'est une créature humain et sorcier, 0-2, constellation. À chaque fois qu'un enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, le joueur ciblé met les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Ça, on va pas du tout le voir en EDH, même en self-mill, je pense que c'est trop faible. Peut-être en self-mill, ça peut se faire. Dans un Muldrota, avec l'enchantement là qui coûte un mana vert et que tu peux sacrifier pour piocher une carte, donc du coup qui revient à tous les tours. Il y a peut-être moyen de faire un truc. Voilà, peut-être aussi en moteur à combo infini, en blink, c'est un autre outlet si jamais vous faites du blink infini. Moi je le vois plus donc sur du self-mill justement, comme a dit Blazing. Mais ça reste potentiellement un autre outlet si vous jouez blink. Ouais. Tiens, on parlait de Tassa et de son oracle. Voici Tassa, la vraie Batréenne.
Ouais, je sais pas ce qu'ils ont fait sur la traduction non plus, donc on ne questionne pas les traductions, on ne questionne plus les traductions. Deep Dwelling, donc ouais, c'est qui est au fond, quoi. Bah, c'est... Et puis justement, je pense qu'elle est au fond aussi, on va en parler. Pour 3 et 1 bleu, il s'agit d'une créature enchantement légendaire dieu. Elle est 6-5, indestructible. Tant que votre dévotion au bleu est inférieure ou égale à 5... Un nouveau record, bravo. Non, mais c'est... voilà, bon, le texte habituel, donc il faut une dévotion de 5 pour qu'elle soit une créature. Au début de votre étape de fin, exilez jusqu'à une autre créature ciblée que vous contrôlez, puis renvoyez cette carte sur le champ de bataille sous votre contrôle. Et pour 3 et 1 bleu, enchantez une autre créature ciblée. Engagé. C'est difficile, c'est la fin de journée, ok. Ouais. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'elle se situe ici, et pourquoi est-ce qu'on a parlé de d'autres dieux quand on a parlé des commandants potentiels? Parce que tu vas jouer ça dans Brago et pas le mettre au command zone. Et même dans un deck Blink, je pense que c'est nul. Le problème, c'est que c'est sur votre étape de fin, donc dès que vous la jouez, à la fin de votre tour, directement ça se déclenche. Ça, c'est pas mal, c'est pas au début de votre entretien, par exemple, où elle doit faire un tour de table complet. Sauf que vous blinkez une créature, uniquement créature et pas un permanent. Uniquement une fois par tour. Et sa capacité activée, elle engage les créatures, donc c'est genre du pile forte ou quoi, mais ça n'a rien à faire dans un deck Blink. Voilà. Donc on en parle parce qu'il y a quand même moyen de faire un petit peu des choses avec, mais ça risque pas d'être quelque chose de fantastique pour nous en EDH. Ouais, ça, pour un deck lock ou quoi, engager une autre créature, ça peut être intéressant. Mais voilà, pareil, pourquoi est-ce qu'elle engage que les créatures et pas les permanents à ce prix-là pour 4 ? Oui. Enfin bon, voilà. Après, en limité, ça va... En 4 pour engager une créature en limité, c'est beaucoup. En limité, ça va être énorme, mais bon... C'est tout. Voilà, je suis clairement pas convaincu par cette tasse. Hein. Soif de sens, pour 2 et 1 bleu. C'est un éphémère, piochez 3 cartes, défaussez-vous ensuite de 2 cartes à moins que vous défaussiez d'une carte d'enchantement. Alors, ça c'est clairement pour Bruna. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on dit beaucoup Bruna, mais en même temps c'est un général enchantement. Donc, bon, voilà. Il va y avoir beaucoup de fois des références à Bruna. Et donc, parce que du coup c'est piocher 3 cartes, défaussez-vous d'une carte qui de toute façon va revenir quand vous allez attaquer avec Bruna. Ou alors, même si jamais vous voulez jouer cimetière, il y a marqué piocher 3 cartes et mettez 2 cartes dans votre deuxième main, c'est-à-dire le cimetière. Oui, c'est pas faux. Rien que ça, c'est fort, quoi. Ça vous donnera un pseudo Faithless Looting en bleu. Moi qui joue beaucoup réanimateur, cette carte, je la surveille. Je joue réanimateur et enchantement réanimateur. Donc bon, c'est ça. Je sais dans quel deck elle rentre, celle-là. En fait, ça va pas casser le format tout seul, mais c'est suffisamment c'est suffisamment important en fait pour être joué. Ça donne des choses sympathiques, quoi. Donc, une carte un petit peu rigolote quand même. Il s'agit de Trix, la tempête soudaine. Pour 3 et 2 bleus, une créature légendaire, élémentale et géant. Elle est 4-5 flash, vol. Les sorts que vous lancez avec un coût converti de mana supérieur ou égal à 5 coûtent 1 de moins à lancer et ne peuvent pas être contrecarrés. Voilà, c'est-à-dire... donc c'est sympa de voir des cartes vertes qui permettent de jouer des gros tons sans être contre... Ah, comment? Elle est bleue. Et oui. Ah, pardon. C'est bleu. Donc, on l'a pas mis dans les commandeurs tout simplement à cause de sa couleur, parce qu'il est mono-bleu. Il me manquerait du rouge. Franchement, en bleu-rouge en Isette. Après, ça pourrait vraiment genre jouer, tu sais, toutes les grosses créatures, genre les Slim Voda, les gros Kraken qui servent à rien, là, qui pourraient voir une maison dans ce deck, et ça permettrait de faire un deck bleu créature, genre vol, etc., un deck bleu fun, en fait. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être un petit peu rigolo de jouer vraiment grosse dompe. Ouais. Tu joues quoi? Mono bleu ton. Mais voilà, donc du coup, elle a le flash en plus, donc c'est-à-dire que vous pouvez être sournois avec. Donc par exemple, vous lancez votre gros sort, vous lancez votre Villainous Wealth ou un truc comme ça. Il y a un adversaire qui fait non, je te le contrecarre, et puis vous faites lol, non, en fait pour 5 de plus, il a le flash, il arrive, ton contre-sort, tu le mets au cimetière, et moi mon truc il résout quand même. C'est... Et là tu te fais Narset Reversal, t'as Villainous Wealth pour 21 et tu perds la partie. Non, qui fait ça? Toi. Ah oui, pardon, excuse-moi. Je m'en rappelle encore. Du coup, voilà, donc... Ouais, ça peut être marrant. Je vois pas un deck viable, mais un gros deck junk pour rigoler un bon coup, il y a moyen. Je vois un deck, je vois un gros deck junk des familles, quoi. T'imagines mana infini, mais ton seul outlet, c'est des gros tons. C'est ça, qu'est-ce que tu fais? J'ai posé des Kraken et des Léviathans sur la table. Allez, à vous. Il faut que j'attende le mal d'invocation passe. Et... En vrai, ça donne envie, quand même. Ouais. C'est stupide. C'est stupide, mais ça donne envie un petit peu, ouais. Clairement.
Alors, maintenant, pour l'exact opposé, déni tourbillonnant pour 2 et 1 bleu, éphémère pour chaque sort et chaque capacité que vos adversaires contrôlent, contrecarrez-les à moins que son contrôleur ne paye 4. Si vous êtes un joueur de barrel qui est en train de lire cette vidéo, de regarder cette vidéo, arrêtez-la de suite, allez vous regarder dans le miroir et songez à ce que vous avez fait, voilà. Non, et non. Et c'est non. Julien Lepers, c'est non. Donc, pour 3, vous faites fuite de mana sur toute la stack, ainsi que sur toutes les capacités de la stack, mais pas les vôtres, attention. Les capacités, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a son combo infini, et que là, de seul coup, vous faites, non, en fait. Mais c'est ça, ou genre juste, il y a une grosse vrasse qui passe, là, la personne est là, voilà, du coup, je vais piocher une carte pour chaque créature qui est morte, donc c'est-à-dire je vais piocher 15 cartes, et vous faites, non. Est-ce que tu payes 4 pour chaque carte? Ah non. C'est non. Donc voilà, c'est quelque chose de très utile, parce que ça contre les capacités. C'est surtout ça, moi, qui me fait peur. C'est Stifle Global, quoi. C'est sympa. Ouais, ça va être super forçant, on va l'avoir, clairement. On va changer de couleur. Nous allons passer sur le noir. Nous avons déjà parlé d'Erebos, mais par contre, ce dont nous n'avons pas parlé, c'est la Lamy Brise-Tombe, qui est pour 4 et 1 noir, une créature enchantement serpent et lamy. D'ailleurs, c'est rigolo qu'ils aient mis les 2 types, mais pourquoi pas, vu qu'il y a plus de tribal serpent que de tribal lamy. Snake. Elle est 4/4 lien de vie. Quand la Lamy Brise-Tombe arrive sur le champ de bataille, cherchez dans votre bibliothèque une carte, mettez-la dans votre main, mélangez ensuite votre cimetière. Ah non, dans votre cimetière, pardon, et mélangez ensuite votre bibliothèque. Et les sorts que vous lancez depuis votre cimetière coûtent 1 moins à jouer. Tu entends les joueurs de Carador qui sont là d'un seul coup très heureux? C'est vrai qu'elle arrive, elle fait Entomb, et en plus de ça, tout ce que vous jouez depuis votre cimetière coûte 1 moins à lancer, donc ça inclut le flashback, ça inclut les sorts de créatures que vous sortez avec Carador, mettons. Ouais, clairement, c'est du tutor. Elle est 4/4 lien de vie, en plus, son body est pas dégueulasse. Oui, et en plus, c'est à chaque fois qu'elle arrive sur le champ de bataille, c'est-à-dire que si tu la joues justement dans Carador, ça tutor une créature de plus à chaque fois que tu la rejoues. Oh là là, tu la podes, tu vas chercher âme des moissons, tu la ressors. Non. Oh là là. Non, pause la vidéo, on peut pas dire des choses aussi dégueulasses. Voilà, donc oui, super cool. Lamy Brise-Tombe, si jamais vous jouez un petit peu avec votre cimetière, enfin beaucoup avec votre cimetière, mettons, franchement, c'est super bien. Toujours un plaisir. Il y a même moyen d'avoir des synergies dredge, je pense. Genre, tu sais, des trucs qui s'activent quand tu le mets au cimetière. Oui, non, mais ou genre juste tu vas aller chercher une carte qui dredge, tout simplement. Oh, putain. Pourquoi aller chercher plus loin, Bon, écoute, en parlant de dégueulasse... elle est pas dégueulasse, elle est rigolote. Marche en gris d'Asphodel. 3 noir, bon, on devait en parler. Créature zombie 2/4. Quand le marchand d'Asphodel arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire perd X points de vie, X étant votre dévotion au noir. Vous gagnez autant de points de vie que ceux perdus de cette manière. Voilà, donc c'est un reprint, c'est une carte qui existait déjà. D'ailleurs, si jamais vous jouez en popper, enfin en paysante, voilà, elle est devenue unco maintenant, donc vous pouvez la jouer. C'est super cool, c'est assez sale, ça draine relativement lentement, mais ça draine toute la table. C'est pas tout le monde perd X et vous gagnez X, c'est tout le monde perd X et vous gagnez 3 fois X. Ouais. Et ça, c'est génial. Encore une fois, non. Si vous n'avez pas compris, le grand gagnant de cette expansion, c'est Karlov. Oh oui, mon Dieu. On ne peut pas voir ça qui cette vidéo. Non. Donc, ouais, voilà. Marchand de gris d'Asphodel, un reprint qui fait plaisir. Elle a 2 de force, d'ailleurs, elle sort de Grenzo. Non, Blazing. Non, monsieur. L'Eidolon haineux, pour continuer, il s'agit d'une créature enchantement esprit pour un mana noir. Elle est 1/2 lien de vie, encore une fois. À chaque fois qu'une créature enchantée meurt, piochez une carte pour chaque aura que vous contrôliez qui lui était attachée. Enfin enfin, c'est pas trop tôt, putain. Enfin, heureusement que Blanc a enfin du card advantage pour ses auras. Non. Et non, raté, c'est noir. Bon. Et là, c'est là que vous voyez que le blanc, il continue à perdre extension après extension. C'est les autres couleurs qui ont les bons trucs. Bon, regarde, le problème du blanc avec ses auras, c'est qu'il se fait 2 pour 1 et qu'il peut pas piocher. Lol, on va le donner au noir. Voilà, donc encore une fois, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Si vous jouez d'usure, ou du Bruna, Bruna, ça rentre pas trop dans les couleurs, mais... de suite. Donc, d'usure, ça vous permet de faire en sorte que vous ne vous perdez pas de card advantage quand vous jouez vos cartes, quand vous jouez vos auras. Voilà, ça veut dire que vous pouvez jouer vraiment Voltron enchantement. Et en plus de ça, c'est un enchantement, ça va se tutor. Oui. Et c'est super fort. Voilà, donc c'est vraiment donc une carte à suivre si jamais vous voulez jouer ce genre de stratégie. Si vous voulez jouer Aura Voltron, pensez-y. Ouais.
Ouh. Ouh là là. Alors, le berger du cauchemar pour 2 noir, une créature enchantement démon. C'est une 4/4 vol. À chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, vous pouvez l'exiler. Si vous faites ainsi, créez un jeton qui est une copie de cette créature, excepté qu'elle est 1/1 et que c'est un cauchemar en plus de ses autres types. Et là, tu te dis, ça va être comme la première chaîne, en fait, dès qu'elle part, tous les cauchemars ils sont exilés. Non, ça s'arrête là. Non, il reste là. Vous n'avez pas besoin de payer quand il y a une créature qui meurt, vous avez juste à l'exiler pour en faire une copie. C'est une copie 1/1, mais franchement, c'est pas grave. Et, mon Dieu, cette carte... ouais. Alors, y faire attention un petit peu, si vous jouez beaucoup cimetière, vous risquez d'avoir des petites mauvaises surprises avec, vu que ça exile. Mais... dans un moment de détresse, je vois vraiment très vite cette carte devenir problématique, quoi. Ça infini avec Ashnod Altar et Infernal Scourge aussi. Eternal Scourge. Fléau éternel. Oh là là, ouais. Encore. C'est, putain, encore. Les infinis avec Ashnod, il en manque tellement. Ouais, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Heureusement qu'ils en impriment. Bon, en même temps, essayer de ne pas imprimer des infinis avec Ashnod, c'est compliqué, quoi. C'est vrai que c'est un petit peu difficile. Mais voilà, berger de cauchemar, waouh, vous mettez une vrasse, vous exilez votre board au lieu de la détruire, mais c'est pas grave, en fait, elle est encore là. Elle est toujours là, y a pas de problème. Voilà, c'est... My God. C'est très très fort. Après, voilà, c'est quand une créature que vous contrôlez meurt, c'est-à-dire que si jamais votre général meurt, vous pouvez le faire mourir, donc allez au cimetière, vous l'exilez, du coup il repart en zone de commandement, vous avez quand même votre général sur la table. Voilà. C'est tellement débile. Ah, ça c'est fantastique, parce que j'aime beaucoup ce genre de play avec des... c'est quoi, c'est le Doppelganger d'Ymir, où tu exiles une carte de ton cimetière. Alors, j'avais fait ce Galaxy Brain play pour récupérer Zur. Non mais voilà, donc c'est... Si vous exilez votre général avec cette capacité, au moment où il est mis en exil, vous pouvez choisir de le mettre en zone de commandement. Et ben voilà, d'avoir un général gratuit, hein, tout simplement. Mon Dieu. Donc à suivre, celle-là on la verra de toute façon, c'est une certitude. Une petite carte d'enchantement encore une fois, pour 2 et 1 noir, il s'agit de Bénédiction Traîtresse. C'est le genre de carte que moi j'aime beaucoup parce que c'est les cartes à double tranchant. Quand la Bénédiction Traîtresse arrive sur le champ de bataille, piochez 3 cartes. À chaque fois que vous lancez un sort, vous perdez 1 point de vie, et quand la Bénédiction Traîtresse devient la cible d'un sort ou d'une capacité, sacrifiez-la. C'est rigolo, moi c'est le genre de carte que j'aime. Tu la blink et tu l'ajoutes ton cimetière. Alors, il y a moyen de la blink pour genre juste piocher votre bibliothèque. Bon, non, tu peux ça pas. c'est la base. Elle est sacrifiée quand tu la cibles. Ah oui, effectivement, ouais, faut juste la rejouer du cimetière. Sauf si t'as un truc qui fait genre blink, un truc en choix, ou... enfin bref. On est sûr qu'il y a moyen de faire des choses avec. Ah oui, clairement. Et puis même de toute façon, en fait, donc tout l'intérêt c'est vous la jouez, vous piochez les cartes, et ensuite... Lorsque vous pouvez, vous devez absolument la sacrifier, et donc du coup, soit la cibler avec un sort ou une capacité, soit la sacrifier à autre chose, quelque chose qui sacrifierait un enchantement, je sais pas trop s'il y en a. Oh, je pense que ça doit se trouver, oui. Ouais, clairement. Mais bon, voilà, c'est vraiment, c'est le genre de carte qui me font marrer, où c'est genre juste, ben ça arrive, ça te donne un gros avantage, mais faut pas que ça reste. C'est rigolo, j'aime bien le design. Oui. Elle est pour toi, vas-y. Bon, allez, un reprint, bon, j'en ai déjà, mais bref. Un reprint très sympa de Rêve des mondes souterrains. C'est un enchantement pour 3 noirs. À chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, les rêves du monde souterrain lui infligent une blessure. Donc le joueur de Nikuzar qu'il est, forcément aime beaucoup cette carte. Voilà, bon, elle est déjà dans le deck, bien évidemment, c'est un reprint. Mais, ben voilà, ça fait plaisir de la revoir. C'est très sympa. Clairement, et ça en AP, oh mon Dieu. Oh, quelle horreur. Entre la 2 têtes, lol, 2 par tour. Ça sent le vécu, hein. Non, pas pour le coup, mais bon. Ensuite, l'enjambeur du malheur. Quand l'enjambeur du malheur arrive sur le champ de bataille, crée un jeton de créature 0-1 blanche chèvre. Enfin, chèvre tribal, quoi. Sacrifier une autre créature, regard 1. Échapper 3 noirs, exiler 4 autres cartes de votre cimetière. Alors, l'échapper, ça vous permet de jouer une carte de votre cimetière en payant le coût d'échapper et en exilant des cartes du cimetière. C'est vrai que c'est la première carte dont on parle qui a ça, alors c'est une des nouvelles capacités. On y reviendra. Bon, c'est une 3-2, et l'enjambeur du malheur s'échappe avec 2 marqueurs +1/+1 sur lui. Bon, la seule importance de cette carte, c'est que c'est un voyant des viscères qui coûte un peu plus cher, mais qui arrive avec sa chèvre et qui revient du cimetière. Voilà. Donc du coup, il coûte 3, contrairement à voyant de viscères qui coûte 1. Oui. Mais bon voilà, vous pouvez déjà sacrifier vos créatures pour faire regard 1. En fait c'est voyant de viscère, sauf que c'est pas complètement fumé comme carte. C'est la différence. Alors c'est pas complètement fumé et ça arrive avec sa chèvre, donc il peut lire dans les chèvres. Ouais. C'est un super pouvoir très intéressant. Exactement. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir lire dans les chèvres? Non, c'est pas grave. Retenez vos images mentales.
En même temps, c'est vrai que c'était une combinaison de mots très bizarre à mettre côte à côte. J'ai cassé Nelta, mais c'est pas grave. Et en plus de ça, vous pouvez la rejouer du cimetière. Et donc ça, c'est important parce que c'est le genre de carte qui va partir de toute façon. Donc autant avoir cette capacité de pouvoir la relancer depuis le cimetière. Et autre chose notable, la 3 de force, elle sort pas de Grenzo. Voilà. Ouais. Tout ne tourne pas autour de Grenzo, Blazing. Ah, merde. Il y a d'autres généraux. Merde, moi je croyais. Il fallait me le dire aussi. Donc, Blazing qui est donc un grand, terriblement amoureux de son Grenzo actuellement. Ah ouais, j'ai vu la carte, je me suis dit, un jour je vais en build 1. Et j'aurais jamais dû en build 1 parce que du coup je joue plus autre chose, du coup c'est difficile. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de Grenzo, on passe du noir au rouge. Ah bah allez, on y est quoi. Donc on va commencer avec le demi-dieu rouge. Donc vous l'aurez compris, il y a un dieu et un demi-dieu pour chaque couleur. Donc il s'agit de Anax endurci dans les forges. Il coûte 1 et 2 rouges. Il s'agit d'une créature enchantement légendaire demi-dieu. Il est étoile 3, l'étoile étant égale à sa dévotion au rouge. Donc il est grand minimum 2-3. À chaque fois qu'Anax ou qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, créez un jeton de créature 1-1 rouge satyre. Ah, des satyres. Avec, cette créature ne peut pas bloquer. Si la force de cette créature, donc la créature qui vient de mourir, était supérieure ou égale à 4, créez 2 de ces jetons à la place. Ça fait qu'à chaque fois que vous avez des créatures non jetons qui meurent, vous remplissez votre board, mais avec des trucs qui peuvent pas bloquer. Voilà, alors donc dans un aristocrate Rakdos, dans un Korvold au hasard, parfaitement au hasard. Oh putain, un Korvold, oui. Dans des choses qui ont du rouge, dans un Purphoros, dans un Korvold, c'est n'importe quoi. Purphoros, premier du nom, oui, bien évidemment. Parce que oui, non, c'est. Donc le Purphoros premier du nom, ping toute la table pour 1 à chaque fois que vous avez une créature qui arrive sur le. Pour 2 Pour 2 pardon, mais c'est fantastique, c'est encore mieux. Bah ouais. Et... Je le joue et je sais même pas ce qu'il fait. Quoi. Et même en plus, Purphoros, même déjà, je serais même pas sûr parce que c'est déjà un deck qui joue beaucoup de tokens. Ouais. Et donc je ne sais pas si avoir plus de jetons, d'avoir un effet qui proc sur les non-jetons, je sais pas si c'est vraiment super utile. Mais dans un Korvold token, dans un Korvold sacrifice, juste, c'est... Ah oui, par contre ça c'est absolument fumé. N'importe quoi. Donc ouais, voilà, affaire à suivre, mais Anax est jouable. Pas en tant que tel, clairement pas en tant que général, pas dans tous les decks, mais il y a moyen de faire des choses avec. Il y a moyen de faire des choses avec. La guerre d'Akros, alors retour des sagas sur Theros, elles sont à peu près toutes injouables en EDH pour nous, sauf celle-ci qui a quand même moyen de faire quelque chose. La guerre d'Akros, enchantement saga, acquérez première étape, acquérez le contrôle d'une créature ciblée tant que la guerre d'Akros reste sur le champ de bataille. Sur le deuxième tour, jusqu'à votre prochain tour, les créatures que vos adversaires contrôlent attaquent à chaque combat si possible, et sur le troisième tour, chaque créature engagée s'inflige un nombre de blessures égal à sa force. C'est super rigolo. C'est vraiment... Alors, c'est pas fort, mais c'est drôle. C'est drôle, et puis, c'est quand même super thématique. Genre, franchement, sur les sagas, ils ont fait un super boulot au niveau du thème. Surtout le set Theros, en fait, ils ont fait un excellent design qui raconte des histoires. C'est parce que l'histoire, en fait, justement, existait déjà. Ouais. Et du coup, c'est... Parce que c'était quoi, Magic Origins ou Dominaria, les autres sagas Dominaria. Donc parce que l'histoire existait déjà, mais bon, Dominaria, voilà, moi je suis un joueur depuis longtemps, mais Dominaria, je connais quasiment pas l'histoire, donc c'est vrai que je m'en foutais un peu. Lis les bouquins. Ouais, non, je sais pas lire. mais c'est pour ça. Exactement. Mais du coup, voilà, la guerre d'Akros, bon, c'est rigolo quand même, ça nous fait retourner sur Theros. Et puis là, c'est au niveau de l'enchaînement des trucs, c'est genre vraiment, vous récupérez une créature, cette créature, vous la gardez, donc c'est-à-dire que vous l'aurez pour l'étape numéro 2, donc où tout le monde doit attaquer tous les adversaires seulement doivent attaquer. Donc vous avez la créature que vous avez piquée pour défendre, donc c'est rigolo. Et puis après que tout le monde est attaqué, ça revient à votre tour, et du coup toutes les créatures qui ont été engagées, donc toutes les créatures qui n'ont pas la vigilance, du coup, en fait vont s'infliger un nombre de blessures égal à leur force, et donc du coup elles vont toutes se tuer, donc en fait ça va faire un effet de wrath qui vous aura pas touché à vous, parce que vous n'aurez pas attaqué, vous serez resté en défense bien évidemment pour ce tour-là. Et si d'aventure vous avez une créature qui meurt pas si elle est engagée, vous piquez celle-là. Oui, voilà, par exemple. Et vous la sacrifiez. Bref, c'est quelque chose c'est une carte qui me fait sourire. J'aime beaucoup le design. C'est pas trop fort. C'est ça, en fait. Et c'est pas trop super fort. Intéressant. Mais voilà. Et ça pique un général aussi sur le premier tour. Ça, c'est dégueulasse, par contre. On a dit pas les généraux. Une petite chamane forge-rêve, qui est une créature enchantement minotaure et chamane pour 5 et 1 rouge. Il s'agit d'une créature qui est 5-4. Au début de votre étape de fin, vous pouvez payer 2 et 1 rouge et sacrifier un permanent non-terrain. Pas un autre permanent non-terrain, donc elle peut se sacrifier elle-même.
Si vous faites ainsi, révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de permanent non terrain. Mettez cette carte sur le champ de bataille et le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Minotaur tribal, oui. Non, Didgeridoo n'est pas une vraie carte, c'est faux. Merci à Pleasant Kenobi pour ces quelques moments de rêve. Ah, clairement. Bon, alors du coup, Shaman Forge Rêve, ça va être... C'est... Mon Dieu. Alors... Déjà, vous voyez le coût en mana en haut à droite? C'est faux. Ça ne coûte pas 6, déjà ça coûte 9. Parce que ce que vous voulez faire, c'est que ça arrive en jeu, et au début de votre étape de fin, vous avez les 3 pour payer son coût. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez sacrifier un jeton, parce que ça ne dit pas non-jeton. Oui. Et du coup, ce que vous allez faire, c'est sortir une carte, forcément non-terrain, qui est forcément une carte de permanent, et ça arrive en jeu. Alors, qu'est-ce que c'est ce jeton? Oh, Emrakul. C'est ça. C'était un satyre, maintenant c'est Emrakul. Voilà, donc, Shaman Forge Rêve, c'est typiquement le genre de carte que j'aime, c'est injouable, ça coûte beaucoup trop cher, c'est ultra random, c'est une carte que vous ne voulez pas. Donc tu vas la rentrer dans tes decks. C'est une carte que je vais prendre, clairement, ça pour Nekuzar, mais tellement tous les jours. Donc vous voyez aussi, juste en parlant de l'EDH, ça, c'est des cartes comme ça que vous verrez nulle part ailleurs, qu'on peut jouer, elles peuvent faire des choses et elles sont délire, c'est très drôle. C'est ça. Genre, est-ce qu'il y a possibilité de casser cette carte? Oui, probablement, mais il y a tellement possibilité de casser autre chose qui est tellement plus intéressant. Genre, ça, c'est juste intéressant de la jouer pour faire des choses stupides avec, pour ce moment où vous allez sortir une Emrakul, ou alors complètement whiffé, genre vous avez ça sur la board, c'est votre seul espoir, vous le jouez, ça sort genre une 2-2 qui sert à rien, et vous êtes désolé. Ou vous sortez Emrakul. Ouais, bon. Voilà. Alors, en sachant que si jamais vous jouez fun, normalement vous n'avez pas Emrakul dans le deck. De suite, quoi. Je ne dis pas ça que parce que je fais tentaculer une partie sur 2. C'est vrai en plus. Alors, un truc à savoir sur Blazing Iron, c'est qu'il est maudit. C'est-à-dire que s'il y a genre 50 joueurs et qu'il y a une personne qui a Emrakul ou Void Winnower, il se la prend. Voilà. C'est très intéressant, mais... Je ne savais pas qu'il y avait une Emrakul et un Void Winnower dans le pod jusqu'à ce qu'ils me disent, mais moi c'est toutes les parties. Oui. Donc voilà, mais je pense qu'il y aura moyen de se marrer. Franchement, je pense que je vais vraiment prendre une pour Nekuzar. Ça coûte beaucoup trop cher, le deck il rentre pas, mais c'est pas grave. C'est parfait pour toi. Exact. Alors, Ascension Furieuse pour 2 et 1 rouge, c'est un enchantement. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer cette carte jusqu'à ce que vous exiliez une autre carte avec l'Ascension Furieuse. C'est assez sympa. Le problème en fait, c'est que ça demande une grosse créature à côté. Donc c'est dommage, je peux pas le jouer en mode Rakdos aggro ou quoi. Néanmoins, ça vous sort des cartes du dessus de votre bibliothèque. Si jamais vous n'avez jamais joué avec Experimental Frenzy, croyez-moi, c'est craqué. C'est super fort de pouvoir sortir des cartes du dessus de la bibliothèque comme ça. L'oracle de Muldaya, la Forge Mystique... Alors c'est beaucoup moins fort moins fort que ça en exemple, mais sortir du carte de votre... C'est du card advantage, quoi, tout simplement. Si, je sais de quoi ça se rapproche de Théâtre des Horreurs. Oui. Qui est un Rakdos, qui est pareil, un enchantement qui vous permet d'exiler des cartes et de les jouer par la suite. Mais Théâtre des Horreurs, tu peux toutes les jouer. Celle-ci, tu peux jouer qu'une seule. Tu peux toutes les jouer, mais seulement si un adversaire a pris des blessures. Oui. Et tu n'exiles que si un adversaire a pris des blessures aussi, je crois, je sais plus. Non, tu l'exiles au début de ton tour ou à la fin de ton tour, et tu peux jouer seulement si un adversaire a pris un ping. Ouais. Mais voilà, Ascension Furieuse, je pense que c'est jouable, honnêtement. Genre dans un gros deck, genre si jamais vraiment vous voulez jouer full chaotique, vous mettez Italie. Bien évidemment. Ah, mais c'est parfait pour Italie. Ah ouais, c'est clairement dans le thème. Et donc voilà, ça vous fait du card advantage. C'est en rouge, c'est toujours à prendre. Franchement, ne crachez pas dessus. Héros des tempêtes, alors ça va faire du bruit aussi. C'est pas un vieux jeu de mots à cause de son thème ou quoi. Mais pour 2 et 1 rouge, il s'agit d'une créature humain et chaman. Il est 3-2, il a la célérité. Donc il tape relativement fort, il a la célérité, donc c'est cool. Quand le héros des tempêtes arrive sur le champ de bataille, renvoyez sur le champ de bataille, depuis votre cimetière, n'importe quel nombre de cartes d'aura attachées à des créatures que vous contrôlez. Exilez ces auras au début de votre prochaine étape de fin. Si ces auras devaient quitter le champ de bataille, exilez-les à la place de les mettre autre part. C'est... Comment il s'appelait Arcaniste de l'Ordre de l'Effroi. Qui, quand il attaque, ou alors quand il inflige des blessures de combat, il remonte une carte d'éphémère ou de rituel depuis votre cimetière et vous pouvez la jouer sans payer son coup de mana. Ben là, c'est un petit peu pareil pour les auras. Donc le problème, c'est qu'elle est rouge, donc du coup, c'est pas trop le thème. C'est pas une couleur qui a beaucoup de choses, hein. Mais après, ça peut être éventuellement du design. Si, comment il s'appelle Uril, qui est un commandant Naya qui joue sur les auras, qui est complètement fumé. J'avais oublié qu'il existait. Alors, je connais pas du tout, donc je vais le chercher. Je vais le chercher pendant que tu meubles.
Mais Uril, c'est genre... Bah tiens, bah le voilà. Uril, le pisteur des brumes. Donc c'est pour 2, un rouge, un vert, un blanc. Une créature légendaire bête. Il a la défense talismanique, il est 5/5 de base. Et il gagne +2/+2 pour chaque aura qui lui est attachée. Oh là là. Et là, c'est vraiment... je connais quelqu'un qui joue un deck Uril, justement. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc c'est pour ça que j'y ai pas pensé de suite. Mais mon dieu, les claques qu'il te met... Tu dois mourir au commander damage assez vite. Là, à chaque attaque. Et donc oui, effectivement. Il est monstrueux. Et donc du coup, pour ce genre de deck, c'est vraiment super cool. Donc oui, voilà. Si jamais vous avez un deck Uril qui traîne, n'hésitez surtout pas. Hop là. Bref du monde souterrain. Oui. Alors pour 1 et 1 rouge, hein, alors oh là là quoi. C'est un enchantement. Chaque carte non terrain dans votre cimetière a l'échappée. Le coût d'échappée est égal au coût de mana de la carte plus l'exil de 3 autres cartes de votre cimetière. Au début de l'étape de fin, sacrifiez la brèche du monde souterrain. Est-ce que vous connaissez Yawgmoth Will, donc ça va être volonté de Yogg-Sabull. C'est une carte qui est monstrueuse, qui est genre pour 3 en rituel, non, en instant en plus je crois. Je sais pas, c'est restricté dans Vintage. Quoi, vous pouvez jouer les cartes de votre cimetière comme c'est dans votre main, et juste si une carte devait toucher votre cimetière ce tour-ci, vous l'exilez à la place. Et c'est absolument stupide, et là il le réédite en enchantement. Donc va bien. Voilà, et pour 2, donc ça vous demande d'exiler votre cimetière à côté. Sauf que par exemple les créatures, elles arrivent en jeu. Et là, il y a moyen de faire des choses, choses. Oh mon dieu. Donc ça, je sais pas trop comment la cote va fluctuer, mais si jamais vous avez moyen de mettre la main sur une, mais franchement, mettez la main sur une parce que ça va vous servir. C'est super fort. C'est limité par rapport à Yawgmoth Will que parce que il faut exiler des cartes du cimetière quoi, mais ouais, sauf que c'est répétable. Ouais. et ça c'est gênant. Oh là là là. Parce que du coup, genre un sort d'éphémère de rituel, en fait, il va rester dans votre cimetière. Oui. Et là, ça va être stupide. Ah, ça sera tellement d'Idris. Oui. Changeons vite de couleur. Exactement, nous allons passer dans le domaine du vert, dans lequel il y a des araignées toutes moches, notamment des araignées créatures enchantement légendaires. Pour 2 et 2 verts, il s'agit de Arasta de la toile sans fin. Elle est 3/5 portée. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort d'éphémère ou de rituel, crée un jeton de créature 1/2 verte araignée avec la portée. Ça fait beaucoup penser à l'araignée de la tanière du dragon. Oui. Sauf que c'est seulement pour les éphémères et les rituels. Mais ça crée des jetons qui sont quand même plus solides, ils sont 1/2, et ils ont la portée, et en vrai c'est un désavantage. Le fait d'avoir la portée ? Non, le fait d'avoir 2 d'endurance. Ah oui. Parce que pince-crâne. Tu ne peux pas les clamper. Bon après, c'est pas une carte fantastique, on la met parce que ça peut faire des jetons. Voilà. Juste, ne faites pas l'erreur de la mettre en zone de commandement. Ah oui, non, s'il vous plaît, quoi. Ce sera jamais assez fort pour ça. Mais par contre, c'est intéressant, en fait, c'est... Et même, justement, l'araignée de la tanière du dragon, vous la jouez, ça touche le champ de bataille, ça meurt, mais à la vitesse de la lumière. Pour la jouer, croyez-moi. Et ça, justement, vu que c'est plus faible, en fait, ça a des chances de passer sous le radar. Et je pense que c'est ça qui la rend très intéressante. C'est méconnu, quoi, tout simplement. Ben non, c'est surtout qu'ils vont se dire, bon, éphémère ou rituel, c'est pas... T'as joué une créature, du coup je vais mettre un jeton. T'as joué un artefact, du coup je vais mettre un jeton. T'as joué un enchantement, du coup je vais mettre un jeton. Ça va juste être, bon ben voilà, je vais lancer un truc. Là je pose un jeton. C'est le est-ce que tu payes 2 du grul, quoi. C'est un peu l'idée, ouais. Et donc là, du coup, c'est vraiment juste, là ça proc, et là sur ce sort-là ça proc pas, sur ce sort-là ça proc pas. Là ça proc, et ça pose juste des petites araignées avec la portée, donc ils vont rester en défense en plus, donc c'est pas... Je pense que c'est pas assez fort pour être remove, et c'est ça sa force en fait. C'est vraiment très très fort ce genre de cartes. Hein. Les cartes où les gens vous les laissent vous permettent de snowball sur un board state, parce que là, si vous jouez une Arasta de la toile sans fin, les gens se disent c'est pas fort et vous sortez un Crater Hoof derrière après 2 tours. Ouais. Comme on dit. Ouf. Ouf. Donc voilà, à garder sous surveillance. Fileuse de la destinée pour 1 et 1 bleu, pour 1 et 1 vert. On va accélérer un peu. Les créatures enchantement humain. C'est une 2-3. Les sorts de créatures et d'enchantement que vous contrôlez ne peuvent pas être contrecarrés. Pour 3 et 1 vert, le terrain ciblé que vous contrôlez devient une créature XX élémentale avec le piétinement et la célérité jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre d'enchantements que vous contrôlez, c'est toujours un terrain. Donc, en gros, elle n'a pas de capacité active. Voilà, c'est vraiment juste les sorts de créatures et d'enchantements que vous contrôlez ne peuvent pas être contrecarrés, mais oh mon dieu. Pour 2 de mana. Pour 2, c'est génial.
Et en plus de ça, en plus de ça, après, derrière, donc sa deuxième capacité, bon, c'est une synergie enchante, donc pourquoi pas. Mais c'est un enchant elle-même. Donc dans un deck Tsubasa, mais oh mon dieu! Ouais, vraiment très très bien. Un jouet très très fort. Le vert, en ce moment, ils ont tous les cadeaux. Hein. Ah ouais. Bon, après avoir servi à rien pendant 2 ans, quand même, ils méritent, mais... Enfin, non, remarque, quoi. C'était Sultai qui était craqué à l'époque de Ravnica. Oui. Ouais, non, en fait. Non, mais j'ai rien vert, dit. ça a toujours été fort. C'est juste que là, récemment, avec Eldraine, ça a été débile, mais... Oh là là, avec Eldraine. Avant, avec le Krasis, avec les trucs, les Sultai midrange, quoi. Mais c'est ça. Et même ça, si jamais vous êtes un joueur de standard, mon dieu, quoi, c'est ne avoir ces sorts de créatures et d'enchantements qui peuvent pas être contrecarrés, ça va être tellement violent. Donc voilà, Surtout avec la popularité de Simic Flash. Ah, mais le problème, c'est que Simic Flash peut jouer ça. Oh, mais ah oui. Oh mon dieu, c'est vraiment dommage. Donc, Fileuse de la Destinée, franchement, à garder sous la main, à garder sous le coude. Mettez-en 2-3 dans le classeur, ce sera jamais perdu. C'est une unco, donc pour le moment, ça va rien coûter. Et dans quelques années, ça va peut-être commencer à coter, donc faites attention. En parlant de cartes un petit peu stupides pour le vert. Oh, je m'en vais. La Dryade du Bosquet Ilyséen, pardon. Ah, c'est pas... ok. Donc pour 2 et 1 vert, celle d'une créature enchantement nymphe. C'est une 2-4. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Ouf! Et en plus de ça, les terrains que vous contrôlez ont chaque type de terrain de base, en plus de leurs autres types. Alors, c'est super bien pour Urborg, c'est super bien pour Valakut. Mon dieu, quoi! Arrêtez-les. Et l'art est fantastique. Géant vert. Ah ouais, c'est vraiment géant vert, quoi. Et ça coûte 3. En fait, ça va être l'Oracle de Muldaya, le nouveau. C'est l'Oracle c'est moins fort qu'Oracle de Muldaya. C'est Prismatic Omen, Oracle de Muldaya, on un enfant, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu un mélange entre les deux. Et ça va être fumé. Ouais. Donc ça, pareil, ça, si jamais vous avez la chance de mettre la main sur un, ça va être bien. Par contre, ça, je pense que ça va coter dès sa sortie, parce que là, les gens sont pas dupes, c'est trop pété. Je vois pas de raison de pas jouer ça dans un deck vert, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est un problème. Ok, la chouette. Alors, les premiers jeux Hiroasic. C'est une autre saga. Du coup, il y a une deuxième saga jouable, en fait, pardon. Premier tour, créer un... Alors, c'est pour 2 et 1 vert. Premier tour, créer un jeton de créature 1-1 blanche, humain et soldat. Deuxième tour, mettez 3 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Troisième tour, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez 2 cartes. Quatrième tour, créez un jeton or. Voilà, les jetons or, c'est des jetons de trésor qui ont un autre nom. Ouais, je la trouve pas fantastique en vrai. Elle est pas fantastique, mais il y a marqué piocher 2. Ouais, clairement. En fait, c'est ça vraiment l'effet qui vous intéresse. Bon, après, les marqueurs aussi, c'est cool dans un jeu, dans un deck. Comment il s'appelle? J'ai Rophelios, mais non, pas du tout. Roalesque. Dans un deck Roalesque, il y a clairement moyen que ce soit jouable. Roalesque, Reyhan, dernier des Abzan. Ouais. Donc en partenaire avec n'importe quoi de bleu. Et ouais, ça se fait bien, voilà. En fait, à mon avis, pour vraiment que ce soit intéressant à jouer, il faut vraiment la synergie un marqueur +1/+1. Oui, absolument. La synergie de token, bon, éventuellement, ça peut être intéressant, mais c'est pas... Non, token, pas vraiment. Un seul token pour 3, non. C'est vraiment ce qui intéresse. 3 marqueurs +1/+1, c'est pas mal. Si vous avez une saison de dédoublement, c'est 6. Bon, c'est... Et ça pioche des cartes. Ouais. Et c'est la pioche, en fait, surtout, qui est intéressante après par la suite. Et après, vous avez un petit ramp aussi sympathique en bonus tout à la fin, bon, pourquoi pas. Qui va arriver probablement trop tard pour être important, mais... Mais en fait, ça, faut le jouer dans un deck prolif, parce qu'on peut prolif les sagas. Oh là là, oui. Et donc, c'est pour ça, en fait, que c'est intéressant, je pense. Oui. Parce que donc, du coup, vous mettez vos marqueurs, vous mettez une prolif, donc la créature sur laquelle vous avez mis les marqueurs va en prendre un de plus, vous allez immédiatement piocher vos cartes, et comme ça va pas être soumis à la prochaine destruction. Ou alors, si tu sors des marqueurs dessus, et qu'à tous les tours, tu fais le deuxième. Ou à tous les tours, tu fais le troisième. Ouais, voilà, avec un parasite de maléfice ou un truc comme ça, effectivement, il y a moyen de faire des choses. Il y a moyen de faire des trucs un petit peu swag avec. Nous allons parler, en parlant de swag, d'une chèvre hydre dragon what the fuck. Il s'agit d'un enchantement Aura croissance de l'hydre. Ça coûte 2 et 1 vert. Enchanté créature. Quand la croissance de l'hydre arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur la créature enchantée. Jusque-là, tout va bien. Au début de votre entretien, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur la créature enchantée. Oui. Pouf. Je ne sais plus quel hydre a ce texte-là. Je sais pas, et je viens de la mettre dans mon deck en plus. C'est bien dommage, mais bon, vous la verrez apparaître à l'écran de toute façon. Mais
doubler les marqueurs plus 1, donc ça va être au début de votre entretien, donc il va falloir une rotation complète de table. Donc généralement, vous allez perdre votre créature et donc votre aura avec, donc vous aurez absolument tout perdu. Faites-vous 2 pour 1 dans le style, quoi. Mais si jamais ça proc ne serait-ce qu'une seule fois, normalement, ça part tellement en nawak, parce que vous aurez mis d'autres marqueurs plus 1 sur cette créature, ne serait-ce qu'en réponse à ce proc. Tu mets ça sur un mage des profondeurs, tu gagnes avec une ascendance simique. Ou alors tu mets ça sur l'hydre qui double déjà. Oh là là, ouais, j'avoue. Ça double, puis ça double. Oh là là. Il y a tellement moyen. Ça n'arrivera pas. Juste qu'on vous le dit, ce genre de choses n'arrivera pas. Voilà. Et donc cette carte-là n'est pas très jouable, mais cette carte-là est tellement drôle que... Elle est pas jouable et indispensable dans tous les decks plus 1. Voilà. C'est ça. On va le dire comme ça. Franchement, à garder sous le coude pour une grosse dose de fun. Alors, jouez-la, quoi, s'il vous plaît. Juste pour cette... elle marchera jamais, sauf pour la fois où elle va marcher et que vous raconterez à tous vos amis pendant 10 ans. Exactement. Sanglier Nessien, la suite. Pour 3 vert, créature sanglier, c'est une 10-6. Pardon, de base. 5. Oui, tout va bien. Toutes les créatures capables de bloquer le sanglier Nessian le font. Chaque fois que le sanglier Nessian devient bloqué par une créature, le contrôleur de cette créature pioche une carte. Donc, alors, moi je le vois jouer dans un deck Grotama. Parce que je suis sale, parce que personne ne joue Grotama. Donnez de l'amour à Grotama. Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, je vais le chercher. Tu verras, ça va être assez rigolo. On entendra sa réaction en live, ça va être beau. Alors, du coup, ce sanglier, pour moi, ce qu'il fait, donc, outre le fait de faire piocher l'adversaire, ce qui est quelque chose que vous ne voulez absolument jamais faire parce que vous ne jouez pas Nekuzar, même dans Nekuzar déjà c'est trop dangereux. Ce que ça fait en fait, c'est que ça rend vos autres créatures imbloquables. C'est surtout ça qui est intéressant. En plus de wipe un minimum le board, mais c'est pas vraiment un board wipe vu que ça rend. Enfin, c'est un board wipe, mais ça fait piocher l'adversaire, donc je sais pas si l'avantage est vraiment aussi énorme que ça. Le voilà. Mais il est beau, donc voilà. Grotama, il coûte 5, c'est ça? Ouais. Pour 3, vas-y. Grotama All Devouring, pardon, je l'ai récupéré en anglais. C'est une 18 pour 5. Créature légendaire Worm. Toutes les autres créatures ont... Dès que cette créature attaque, vous pouvez la faire se battre contre Grotama. Quand Grotama quitte le champ de bataille, chaque joueur pioche des cartes égales au nombre de dégâts faits à Grotama par des sources qu'ils ont contrôlées ce tour-ci. Voilà, en fait, ce que vous voulez faire, c'est attaquer un adversaire, et dès qu'il a déclaré tous ses bloqueurs, en fait, oh ben lol, non, en fait, mais il se bat contre Grotama et vous piochez 10 cartes. C'est trop bien. Donc voilà, non, en fait, c'est surtout pour l'effet imbloquable, je pense que vous voulez jouer ça, ou alors pour avantager un adversaire, pour lui dire, bah tiens, bah voilà, je t'attaque, ça wipe ton board, mais au moins tu pioches. Ou pour lui remove un truc en scred, genre, bah tiens, regarde, ça va remove ta grosse créature, ça va remove ton Jin Itaxias, mais tu pioches. C'est bien, non? Si vous avez des gens qui jouent Jin Itaxias, rappelez-vous, ce ne sont pas vos amis. Ouais. Spécial dédicace à la personne qui a sorti Jin Itaxias la semaine dernière. La gratuité. Il ne savait pas, il avait raté la ligne de texte importante. Nous allons parler d'un petit éphémère cette fois. Abrogation mystique, ça coûte 1 mana vert. Mettez l'enchantement ciblé au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire. C'est non. C'est très simple, mais ça part en dessous de la bibliothèque, donc c'est pire que détruit, généralement. Voilà, vous le reverrez pas. Sur un coup de malchance, ça passe. Mais genre, voilà, cette petite ascension du Luminarque, ce petit sigil du trône vacant, ce genre de choses... C'est non. Voilà. C'est quoi cette splendeur irrésistible? Ah non. Nous avons quelqu'un dans le pod qui joue Splendeur Irrésistible, c'est la punition. C'est vraiment, tu n'as pas été gentil, tu es puni. Tu as été vilain aujourd'hui. Tu ne joues plus à Magic maintenant. Voilà, et donc du coup ça vous permet de rejouer à Magic, ce qui n'est pas mal. T'occupes de ça. Nilea, œil perçant, je suis au fond. Je suis au fond. Créature enchantement légendaire Dieu, c'est pour 3 et 1 vert, c'est une 5-6. Indestructible. Tant que votre dévotion vert est inférieure à 5, Nilea dépasse une créature. Les sorts de créatures que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Donc ça rampe. Pour 2 et 1 vert, révélez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de créature, mettez-la dans votre main, sinon vous pouvez la mettre dans votre cimetière, vous n'êtes pas obligé. Pourquoi j'ai pas parlé de ça dans les commentaires, moi? En commandant, c'est... En fait, je trouve que ça arrive un petit peu tard pour du ramp. Donc, pour le fait que vos créatures coûtent moins cher. Et surtout, si jamais vous voulez jouer un deck créature, en fait, vous jouez Nikia. Ouais. Et du coup, vous avez accès à une couleur de plus, et vous avez accès à beaucoup plus de mana. Ou Shoelane, c'est encore différent, mais... C'est en bande, c'est du CA. Ouais. Et de la rampe. Et ça rampe à fond, ouais. C'est pas faux. Je jouais ça dans Shoelane, quoi.
Voilà. Et après, en fait, c'est sympa dans un deck full créature, par contre, dans le deck, parce que c'est de la pioche. Mine de rien, ça peut être 3 piocher une carte. Enfin, révéler et piocher la carte. C'est ce qui est différent si jamais, genre, vous piochez, justement, votre créateur. Ouf. Tout le monde va être au courant que vous avez ça dans la main, et ça risque de moins bien se passer. Du coup, il suffit d'attendre qu'il l'ait oublié, et puis vous le jouez. Ouais. La meilleure des strats, hein. L'esprit humain a une mémoire limitée. A une mémoire sur le court terme limitée. Ouh là 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 là. Alors la carte qui a fait hurler absolument tout le monde, mais qui fait pas si peur que ça. Ah, et qui nous a fait hurler, mais de rire. Oui, cette carte, elle est trop belle, elle est magnifique. Il s'agit de l'ancien aux fleurs de Nyx. Déjà, c'est pour 4 et 3 verts, donc déjà, pour un CCM de 7, on s'attend à un énorme truc. C'est une créature enchantement élémentale, donc en plus de ça, dans un deck élémental, c'est encore plus fort que prévu. Elle est 5-5 piétinement. Me demandez pas pourquoi, mais... Je sais pas, je n'ai aucune idée d'à quel moment vous allez attaquer avec ça, parce que ça implique qu'elle est en vie. Voilà, en gros, en fait, elle aurait été 0-5 défenseur, ce serait tout aussi jouable. Ouais. Parce que sa vraie capacité, c'est, si vous engagez un permanent pour du mana, il produit 3 fois autant de ce mana à la place. Oh là là, oui. Donc, c'est si vous engagez, donc, c'est pas symétrique comme beaucoup d'effets de ce genre, un permanent. Oui. Pas un terrain, donc ça veut dire que votre... Au hasard, si vous avez une Dynamotran. Ouais, ou genre même juste votre sage de la spirale, maintenant il s'engage pour 4 au lieu de 2. Ouais. Et il produit 3 fois. Donc non, pardon, il s'engageait pour 6, pas pour 2. Oh là là, mais ta Dynamotran, tu l'engages, elle fait 9 de mana. Ouais. Voilà. Quel bonheur. Bon, et après c'est stupide avec Basalt Monolith, par exemple, vu que c'est infini. Grim Monolith, toujours pareil, mais pour 500 € de plus. Enfin, voilà. L'ancien Fleur de Nyx, en fait, c'est vraiment... C'est le win-more, mais par excellence. C'est genre, il coûte 7, il arrive sur le champ de bataille, et là, après, il faut rebalancer du mana derrière pour que ça serve. Cette carte est magnifique. Elle est immaculée. La quantité de mana disponible magique, je crois, c'est 11. Parce que donc, du coup, vous le payez pour 7, il arrive sur le champ de bataille, donc du coup, il vous reste 4 mana à côté, et en fait, ces 4 mana, vous allez les engager, ça va vous faire 12. Et donc, en fait, vous n'aurez pas perdu votre tour. En fait, vous l'aurez joué normalement, mais c'est juste que si jamais la prochaine fois que vous détapez des trucs qui font du mana, en fait, c'est déjà terminé. C'est n'importe quoi. Donc, super rigolo. Et franchement, ça, je pense que ça va coter à fond parce que déjà mythique rare, donc déjà plus rare. Dans un bon vieux Pseudotron ramp en EDH, quoi. Oh non, mais dans des Riku, mais surtout si t'as un deck un peu vénère qui sort une Birthing Pod T2, T3, si t'as une 2-drop, tu peux podline jusqu'à ça. Mon Dieu. De façon absolument dégueulasse. Et arrêtez-moi. Non, mais c'est surtout... cette carte est trop bien sur beaucoup trop d'aspects. Bon, après, elle est créature enchantement, donc elle est créature et enchantement, donc elle va prendre des removals à la toque. Il va tout prendre. mais c'est tellement pas grave, parce que vous l'aurez eu sur la table. Et non, c'est trop bien. C'est beaucoup trop bien, j'adore. En fait, j'adore jouer des trucs absurdes, et là, clairement, absurde, je pense, c'est le mot qui décrit le mieux cette carte. Complètement. Renata appelée à la chasse pour 2 verts. Créature enchantement légendaire demi-dieu, c'est une étoile 3. Étoile étant la dévotion au vert, donc sa force est égale à la dévotion au vert. Chaque autre créature que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle. Donc c'est un peu Grumgully. Oui. C'est un peu le même genre, ça se met sur un deck +1/+1. Ouais, ou dans un deck avec des persistes. Non Blazing. Et je suis désolé. Non Blazing. Donc là, vous prenez votre sac outlet, mais genre vous la mettez en command zone, histoire de n'avoir vraiment aucun respect. Vous jouez Woodfall Primus. Et ça fait des chocs. Et vous essayez d'exiler la board de vos adversaires juste avant de perdre vos dents. Voilà. C'est vraiment, mettez un petit protège-dents avant, vous mettez un casque, et puis vous êtes là, je joue Woodfall Primus. Tu joues quelque chose de dégueulasse, toi? Non, pourquoi? Donc ouais, moi je la trouve assez anecdotique. En vrai, comme Grumgully en fait, c'est rigolo, c'est intéressant dans votre paquet de cartes si jamais vous jouez full créature. Mais bon, globalement le DH, je pense, ça n'aura absolument aucun impact. Or celui que j'ai donné, et surtout ne faites pas ça, parce qu'après vous allez finir comme moi et c'est terrible. Exactement. C'est une reprint ça aussi, je crois. Oui, il a été pris dans War of the Spark. Ouais, Retour à la nature. Mais elle a été reprise dans les 3 dernières expansions. Je crois qu'ils veulent cette carte en standard pour un moment. Je pense aussi. C'est le nouvel elfe de la noire. Oui, petit elfe parti trop tôt. Donc c'est un éphémère pour 1 et 1 vert. Il s'agit de regain de la nature. Détruisez un artefact ciblé, un enchantement ciblé, ou exilez une carte depuis un cimetière.
C'est ce qu'on dit assez souvent en fait, c'est que ce que vous voulez en EDH, ce sont des cartes qui peuvent faire plein de choses différentes. Et là, vous pouvez exiler une carte d'un cimetière, on dirait pas, mais ça peut avoir son importance en EDH. Notamment, quelqu'un qui dit je joue Reanimate, je ramène ça, et vous faites non, en fait tu le ramènes pas parce qu'il est exilé. Et en plus de ça, vous pouvez détruire un Arthos ou un Enchant selon ce qui est terrifiant sur la board à ce moment-là, c'est intéressant. C'est quelque chose, si vous êtes en mono vert, c'est une très bonne carte. Voilà, donc n'hésitez pas à la jouer. La championne cététienne pour 2 et 1 vert, créature humain et guerrier, c'est une 1-3. Constellation, à chaque fois qu'un enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur la championne cététienne et piochez une carte. C'est une enchantresse qui tape fort. C'est une enchantresse qui tape fort. Donc voilà, une enchantresse de plus. En plus, ça coûte 3, je crois que la plupart des enchantresses, ça coûte 4, si je ne dis pas de bêtises. 3, il me semble qu'il y en a 3 aussi. aussi. Ouais. Donc c'est très bien. Attention, c'est une enchantresse de plus, de toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Ouais, donc, exactement. Si jamais vous jouez Enchant, faites-vous plaisir. Ombre Lance, un gros morceau. Donc on commence à attaquer les artefacts. Ça, c'est le genre de carte que vous pourrez jouer dans toutes les couleurs, dans tous les decks. Ombre Lance, il s'agit d'un artefact légendaire équipement qui coûte 1 mana. La créature équipée gagne +1/+1, piétinement, lien de vie. Équipement 2. Et en plus de ça, donc déjà c'est pas trop dégueu, mais en plus de ça, pour 1 mana incolore, les permanents que vos adversaires contrôlent perdent la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Elle n'a pas besoin d'être attachée pour ça. Elle n'a pas besoin d'être attachée pour ça. Même si elle n'avait pas cette ligne de texte, c'est un marteau de guerre Loxodon en mieux, hein. C'est une +1/+1. Le marteau de guerre Loxodon, ça donne +3, +3/+0, piétinement de lien de vie. Mais ça coûte 3. Et ça coûte 1, c'est fantastique. Si vous jouez dans n'importe quel équipement, dans un Gwyn, dans un Dalakos, dans des decks artefacts, c'est juste trop bien. Genre, je vais la rentrer de suite dans mon Gwyn, par exemple, c'est ça, c'est pas mal, parce que franchement, une carte qui est beaucoup jouée, c'est Intervention Héroïque. Ah oui. Pour 1 et 1 vert, un éphémère qui fait que toutes vos créatures gagnent, tous vos permanents gagnent défense talismanique indestructible jusqu'à la fin du tour. Vous là vous faites LOL, non, Shadowspear. Non, tu vas perdre tes permanents avec nous, va. Voilà. Et en plus de ça, c'est même pas tu vas perdre ton permanent avec nous, c'est waouh, il est super ton dieu là. Tiens, il est plus indestructible. C'est ce qui est la raison lore pour laquelle Shadowspear existe, hein. Enfin Ombre Lance existe. Voilà. Donc ça c'est clairement jouable dans absolument tous les decks. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un deck qui est spécifiquement autour du lifelink ou autour des grosses créatures, etc. Vous pouvez même juste la jouer juste pour avoir un artefact pour 1 qui pour 1 enlève défense talismanique. Même dans un Breya ou quoi, ça rentre. Hein, c'est... parce que même déjà il y avait pas mal de decks qui jouaient les comment ça s'appelle, il y a un artefact et un terrain, je crois, qui font ça, qui permettent justement de faire en sorte que les créatures adverses, tu peux les cibler comme si elles n'avaient pas le défense talismanique. Tour de détection. Ouais. Et voilà, du coup, ça c'est joué. Donc en fait, maintenant, il n'y a plus aucune raison de le jouer, vu que maintenant on peut juste jouer Ombre Lance, ça touche que les adversaires et ça vaut aussi perdre l'indestructible. C'est génial. C'est vraiment super fort. Oh. Un autre gros morceau. Lotus de Nyx pour 4, artefact légendaire. Le Lotus de Nyx arrive sur le champ de bataille engagé. Choisissez une couleur, ajoutez une quantité de mana de cette couleur égale à votre dévotion à cette couleur. Donc c'était Nykthos, le terrain qui justement faisait un petit peu pareil pour 2 et vous l'engagiez, vous choisissiez une couleur et vous gagnez un nombre de mana. Bon, ils ont dit, attendez, on va le faire coûter 4 et maintenant c'est balèze. Maintenant il coûte 4, il arrive en jeu engagé, donc vous pouvez pas être positif au tour où ça arrive en jeu. Alors, petite notion, c'est un artefact légendaire, c'est-à-dire que ça peut être récupéré par Cissé par exemple. Voilà, mais vous ne pouvez pas le copier, du coup. Non. Voilà, donc c'est... Il y a un avantage, mais il y a un inconvénient. C'est quand même super fort en soi. Globalement, on risque de l'avoir passé, cette carte. Hein. Ouais, ça va être... en fait, dans les gros decks où justement il y aura une grosse présence sur le board, deck enchant, deck créature, ce genre de choses, bon, pas deck artefact, parce que les artefacts avec des coups colorés, il n'y en a pas des masses. Mais du coup, ça va être la nouvelle Dynamotran. Oui. Et pour beaucoup de decks. Donc, alors non, la Dynamotran arrive dégagée. Donc... Oui, peut-être, mais elle fait pas 15 mana. Oh, de suite. Pour la suite, un petit peu de haine dans cette review. La lanterne Guidam, qui est un artefact qui coûte 1. Quand la lanterne Guidam arrive sur le champ de bataille, exilez une carte ciblée depuis un cimetière. Donc directement, elle arrive direct, elle peut virer un truc pour 1. Vous pouvez l'engager et la sacrifier pour exiler le cimetière de chaque adversaire. C'est Bojuka Bog pour tout le monde, pour 1.
Et en plus de ça, il y a encore une autre capacité, vous pouvez payer 1, l'engager et la sacrifier pour piocher une carte, si jamais vraiment vous jouez sur une table sur laquelle il n'y a pas de contrôle de cimetière, pas beaucoup, vous avez juste à payer 2, et vous piochez une carte, c'est recyclage 2. Ce n'est jamais nul. Voilà. Au pire, ça vous pioche une carte pour 2. Au pire. Au pire des cas, il y a marqué recyclage dessus. En fait, c'est ça, c'est juste un artefact pour 1, dès qu'elle arrive, elle exile une carte, vous pouvez l'engager et la sacrifier pour exiler le cimetière de tout le monde, et elle a recyclage 2. S'il y a des gens qui vous font chier avec leur cimetière, vous mettez ça et puis c'est terminé. Ouais. Donc c'est un petit peu de Graveyard Hate, c'est un petit peu la violence, mais bon. C'est complètement jouable. Ouf. Ah, elle est pour toi celle-là, vas-y. Ah, celle-là, elle est pour moi. Allez. Décidément, que des cartes complètement stupides. Il s'agit de Attrait de l'inconnu pour 3 et Rakdos, donc un noir et un rouge. C'est un rituel. Révélez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque. Un adversaire... Donc, vous choisissez cet adversaire. Un adversaire exile une carte non-terrain parmi elles, puis vous mettez le reste dans votre main. Cet adversaire peut lancer la carte exilée sans payer son coup de mana. Et là, c'est le moment où la politique en revient. Ah non, mais là, il n'y a pas de politique, là, il n'y a pas d'amis, il y a plus d'amis, en fait. Genre, Attrait de l'inconnu, c'est vraiment piocher 5, et l'adversaire, il a choisi une carte parmi les 6, et il peut la jouer sans payer son coup de mana. Donc ça peut être... Tu sors expropriate avec ça. Mais voilà, justement. Et puis, en fait, si jamais vous prenez un expropriate dans les dents à cause de cette carte, ben vous l'avez mérité. Vous l'avez mérité. Parce que vous jouiez expropriate. Mais ça, c'est techniquement très très drôle. Ça, c'est typiquement un genre de carte qui est en train de... Je vais la mettre dans le bolas, rien à faire, quoi. Ça peut être marrant. Je vais me faire expropriate la première fois que je la joue. C'est obligé. Mais voilà, du coup, j'ai un deck Necrozark, un deck KO. Là, le KO, c'est clairement ce qui définit cette carte. Et c'est beaucoup trop beau. Avec Hive Mind en jeu. Oh non. Oh oui. Ok, non. c'est bon, j'ai mon plan de jeu. Toujours plus. Voilà. Donc, si jamais vous adorez faire Nawak, Attrait de l'inconnu, c'est une valeur sûre. Je te méprise. Je sais. Effacement selon Ashiok pour 2 et bleu-bleu, c'est un enchantement avec le flash. Quand l'effacement selon Ashiok arrive sur le champ de bataille, exilez le sort ciblé. Vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort ayant le même nom que la carte exilée. Quand l'effacement selon Ashiok quitte le champ de bataille, renvoyez la carte exilée dans la main de son propriétaire. Alors, je m'aperçois qu'on l'a dit maintenant, alors que c'est une carte bleue, mais c'est juste parce que j'ai foiré l'ordre des cartes, mais c'est pas grave, ne vous en faites pas. C'est pas très grave. Je dirais bien qu'on coupera en montage, mais c'est moi qui fais le montage, et j'ai la flemme, donc elle va rester au milieu. Ça, des c'est cartes pas multicolores. C'est Narset Reversal en moins bien et en mieux en même temps. Sachant que si vous effacez un commandant avec ça, l'adversaire peut choisir de le mettre en zone de commandement ou de le laisser partir en exil. Et il me semble que l'interaction, c'est que si l'effacement selon Ashiok quitte le champ de bataille, il arrive sous la command zone. Non, c'est pas ça du tout. Non, excusez-moi, je dis n'importe quoi. J'ai été un peu jeté en erreur par quelques interactions bizarres sur Arena. Oups. Excusez-moi. Et en fait, c'est un counter spell en moins bien. C'est ça. C'est tout. C'est parce qu'on joue en singleton en EDH, donc... C'est un mélange entre un counter spell et un O-ring. C'est une carte qui est vraiment plutôt faite pour le standard parce que ça exile et ça laisse. Mais il doit y avoir des cas un petit peu niche qui empêchent de jouer une carte ou etc. En fait, c'est pour vos propres sorts que vous le voulez, mais après derrière il faut de quoi le sacrifier et du coup, je suis pas convaincu. Petit lion bronze peau. Il s'agit d'un chat qui coûte un vert et un blanc, donc si jamais vous jouez à robot, voilà. Il est 3-3, donc déjà, de base, c'est un loup de garde, ce qui est déjà violent en soi. Pour un mana vert et un mana blanc, il acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour, donc c'est déjà beaucoup mieux que loup de garde. Et en plus de ça, quand le lion bronze peau meurt, renvoyez-le sur le champ de bataille. C'est un enchantement aura avec enchanté, une créature que vous contrôlez, et vert-blanc, la créature enchantée acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour, et elle perd toutes ses autres capacités. C'est un peu grâce à l'envers, en fait. C'est complètement grâce à l'envers. Et c'est fumé. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est fumée, cette carte. Pourquoi est-ce qu'elle coûte aussi peu cher? Pourquoi est-ce que c'est un chat? Pourquoi elle est 3-3? Pourquoi elle gagne l'indestructible? Pourquoi elle s'enchante sur une créa pour lui filer l'indestructible? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas du tout push pour le standard. Absolument pas. Non. Donc ça, c'est clairement une carte qu'on va voir. Putain, t'imagines, t'es en jeu 1T2, 1T3, quoi. Oh, God. T'enchantes le chat avec un autre chat, c'est ça. Franchement, il manque juste le +3/+3 pour vraiment que ce soit la grâce, mais ça aurait été un peu abusé. Oh là là, quoi. Mais bon, le +3/+3, vous l'avez sur un robot, de toute façon, donc c'est pas très grave.
Et puis même si jamais vous jouez pas à robot, même si jamais juste vous jouez un gros deck Naya, Stomp, genre un gros deck Zo à l'ancienne, pah. Oh, ça me dégoûte vite la suite. Mon dieu. Calix, main de la destinée, Planeswalker légendaire pour 2 et Selenia. C'est un Planeswalker qui arrive avec 4 de loyauté. Son +1, regardez les 4 cartes de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte d'enchantement parmi elles et mettre cette carte dans votre main, mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Donc ça va vous chercher un enchantement, ça va chercher dans votre librairie pour un enchantement. Ouais, c'est les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque, hein. Il manque des mots sur la trad qu'on a, mais c'est bien les 4 cartes du dessus, pas les 4 cartes de votre bibliothèque. Oui, non, c'est... Seulement si vous avez 4 cartes en bibliothèque. Tu idylliques, tu tords 4 fois. Son -3, exiler une créature ciblée ou un enchantement ciblé que vous ne contrôlez pas jusqu'à ce qu'un enchantement ciblé que vous contrôlez quitte le champ de bataille. C'est votre enchantement, vous pouvez transformer n'importe quel enchantement en Oblivion Ring. Waouh, elle est trop bien ma lampe taxe, c'est juste un Oblivion Ring. Pour donner encore plus de raisons à tes adversaires de 2 for 1, bon bref. Ouais, mais bon voilà, c'est créature ou enchantement ciblé, et que vous ne contrôlez pas, donc vous pouvez pas protéger un truc avec ça. Et son -7, renvoyez sur le champ de bataille toutes les cartes d'enchantement depuis votre cimetière. C'est comment elle s'appelle déjà? Open the Vault. Non, Open the Vault ça touche tout le monde, mais t'as une carte qui fait ça en fait, mais seulement pour toi, qui renvoie tous les enchants en jeu. Mais c'est très brutal comme effet. C'est pas Revitalize, c'est... comment elle s'appelle ? En fait, je vois de quoi tu parles, mais elle est ultra chère. Ouais, je vois l'image aussi, mais elle cote à genre 30 balles. Ouais, un truc comme ça. Mais bon, voilà, enfin, c'est 3 et 1 blanc. C'est 3 et 1 blanc, Ah bon ? Son coup en mana, il me semble. Mais bon, bref, en tout cas, c'est un ulti qui porte vraiment très très bien son nom. Ouais, et qui peut sortir d'une Doubling Season. Voilà, Replenish. Voilà, donc réassortiment en français. Pour 3 et 1 blanc, rituel, renvoyez toutes les cartes d'enchantement depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Cette carte est chère. Oui, parce que cette carte est forte. C'est Urza's Legacy, elle est vieille, quoi. Elle n'a pas été reprise depuis. Et encore une fois, ça dans un deck Tsuvasa, n'importe quoi qui devient un Oblivion Ring, plus du tutor, du dig d'enchant, etc. Et au passage, si vous avez une saison de dédoublement sortie, vous pouvez ulti quand il arrive. Ouais. Ça se note sur les Planeswalkers. Ouais, clairement. Nous allons passer au dévoreur de mémoire. Donc déjà les bonnes couleurs, hein, pour un bleu et un noir, une créature cauchemar, ça porte bien son nom, pour une 2-1. À chaque fois qu'au moins une carte est mise dans votre cimetière depuis votre bibliothèque, le dévoreur de mémoire gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour et ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Donc il y a vraiment moyen de se meuler à l'infini et puis genre juste de tuer quelqu'un là-dessus. Et pour un bleu noir, mettez la carte du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Donc vous vous meulez de 1 pour un bleu et noir. Tour 2, dévoreur de mémoire, tour 3, Hermite Druid. Voilà. En fait, ça va être clairement pour les decks Muldrota, pour les decks Tassigur, etc. Il y a clairement moyen de faire des trucs. Et en fait, c'est le côté imbloquable en supplément. Si jamais juste à gagner +1/+1 jusqu'à la fin du tour, bon ben voilà, big deal, trop drôle. Mais bon, à côté, genre vous avez un gros. C'est qui ? C'est Jarad. Vous y mettez un coup de Jarad après. Golgari Lichland, quoi. Oh là 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 là. Ça part très très vite. Voilà, donc ça, c'est pas une énorme carte, hein, mais dans les decks Mull, il y a moyen de se marrer. En dredge en standard. Pardon. Oui. En parlant de grosses cartes. Incarnation énigmatique pour 2 et Simic. C'est un enchantement. Au début de votre étape de fin, vous pouvez sacrifier un autre enchantement. Si vous faites ainsi, cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature avec un coût converti de mana égal à 1, plus le coût converti de mana de l'enchantement sacrifié. Mettez cette carte sur le champ de bataille et mélangez votre bibliothèque. Oh, encore un Birthing Pod. Un peu différent. Donc c'est un peu comme Birthing Pod et Vanifar. Le truc, c'est que c'est vachement plus bizarre, en fait, parce que vous devez sacrifier un autre enchantement, donc il peut pas se sacrifier lui-même, donc forcément un autre enchantement, et ça va vous chercher une créature. Donc après, vous avez des créatures enchantement, bien évidemment, qui pourront assumer le rôle des deux sur la ligne. C'est uniquement une fois par tour, genre vous pouvez pas abuser du détape, donc ça c'est cool aussi. Par contre, ça se déclenche au début de votre étape de fin, donc c'est genre vraiment pour 4, et puis ensuite ça se déclenche vraiment à la fin du tour, donc proche, on va dire. Et c'est super rigolo, moi j'aime bien en fait justement le fait que ce soit croisé comme ça, le fait d'avoir enchantement puis créature, donc pareil, encore une fois on va souvent le dire, mais mon dieu, Tsuvasa. Oui, tu sors un X-Bloom avec ça, quoi, s'il te plaît. Ouf. Donc voilà, donc ça pareil à suivre, ça je pense qu'il y aura moyen de se marrer. Ça va être une carte fun, pas une carte très forte, parce qu'il faudra build bizarrement, il faudra build autour de ça, alors que ce sera dans le deck de 100 cartes. Tu sais qu'ils vont trouver un truc complètement craqué avec. Mais bien évidemment, c'est obligé. Eutropie, 2 fois protégée, pour 1 et Simic, une créature légendaire humain et sorcier, elle est 2/2. À chaque fois qu'un enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée. Cette créature acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. C'est des marqueurs.
C'est des marqueurs. C'est le côté vraiment intéressant. Le vol, donc du coup, ça rend cette créature un petit peu plus difficile à bloquer. Ça donne de l'évasion, ça donne des marqueurs +1/+1, pas fantastique mais notable. C'est ça, clairement. Voilà, pareil, je pense pas qu'elle soit jouable en général, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas dit dans les commandeurs. Par contre, les deux prochaines cartes dont on va parler, non, pas les deux prochaines, mais cette carte-là, par exemple, je ne sais pas pourquoi on n'a pas parlé dans le généraux, on oublie. Ouais. Kroxa, titan de la soif de mort. C'est une créature légendaire ancêtre et géant. 6/6 pour Rakdos, c'est-à-dire pour noir et rouge. Pour 2. Alors, calmez-vous, calmez-vous, ça ne se passera pas aussi facilement. Quand Kroxa arrive sur le champ de bataille, sacrifiez-le à moins qu'il ne se soit échappé. À chaque fois que Kroxa arrive sur le champ de bataille ou attaque, chaque adversaire se défausse d'une carte, puis chaque adversaire qui ne s'est pas défaussé d'une carte non terrain de cette manière perd 3 points de vie. Alors, le wording est un petit peu bizarre, mais grosso modo, si vous vous défaussez pas d'une vraie carte, c'est-à-dire si vous vous défaussez d'un terrain ou que vous ne vous défaussez pas, vous prenez 3. Voilà. Et j'ai oublié une ligne de texte. Échappé, noir, noir, rouge, rouge, exilez 5 autres cartes de votre cimetière. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup d'échappée. Voilà, donc c'est la deuxième carte seulement avec Escape dont on parle. Enfin bon, il y en a une entre-temps qui permet de filer l'échappée à tout le monde. Mais en gros, voilà, échappée, c'est depuis votre cimetière, vous pouvez jouer cette carte en exilant d'autres cartes du cimetière. Ça combo complètement avec justement l'échappée du monde souterrain, parce que ça te permet de la jouer pour 2 et 3 cartes au lieu de pour 4 et 5 cartes. Voilà, exactement. Et le truc, c'est qu'en fait, voilà, donc Kroxa, déjà, ça va être un général qui va pas coûter cher. Dès que ça va arriver, donc, genre tour 2, directement, tout le monde défausse, à la limite. Et en fait, surtout, l'avantage de ce genre de carte, c'est, voilà, donc, quand il arrive sur le champ de bataille, sacrifiez-le à moins qu'il ne se soit échappé, c'est une capacité déclenchée. Donc, entre le moment où il arrive en jeu et le moment où vous devez effectivement le sacrifier, en fait, vous pouvez répondre, et donc, du coup, vous pouvez le sacrifier à autre chose, par exemple. Et à partir de là, ça commence à devenir complètement dégénéré. Sur un deck deck défaut, ou alors si on a les créatures dont on a parlé tout à l'heure qui exilent quand ça meurt. Ouais. Vous choisissez de l'exiler, vous le mettez en command zone, vous le rejouez, et puis vos adversaires n'ont plus de main. Dans un deck défaut, c'est n'importe quoi. Alors, j'avais un deck défaut à une époque, je l'ai joué à quelques reprises et puis j'ai arrêté de le jouer parce que c'était pas fun, les adversaires n'avaient pas de main, ils jouaient pas à Magic et moi je gagnais. Ou alors même je gagnais pas, mais tout le monde me tapait dessus parce que les gens voulaient jouer à Magic et pas défausser leurs mains, donc c'est très fort. C'est très fort. Et bon, et en plus de ça, il y a le ping en plus dessus, genre si jamais même il y a qu'un seul adversaire qui doit défausser, c'est pas grave, vous ne perdez pas vraiment de value vu que les gens qui n'ont pas défaussé, ou qui ont défaussé un terrain vont prendre de toute façon une petite claque. Et puis s'ils ont rien à défausser, vous êtes en train de gagner la partie parce que c'est vous le deck défausse. Voilà. Donc ouais, Kroxa, franchement, à surveiller, on va le voir même pas forcément en command zone, mais on va le voir jouer. Forcément jouer, quoi. Si vous jouez un deck Nicol Bolas, le Ravageur, mettez-le dedans. Si vous jouez... Dans quel deck tu mets pas ça? Dans quel deck il y a les couleurs, tu mets pas ça? Grenzo. Qu'est-ce qu'on a dit, Blessing? Mais tiens, regarde, voilà, donc on parlait de Grenzo, mais donc du coup, voilà, son anti-jeu complet. Ah, mais tu sais quoi, tu vas la dire. Ben voilà, Kunoros, chien d'Atreos, donc il s'agit de Cerber, clairement, qui est pété. Pourquoi ils ont fait ça? Donc du coup, pour 1 blanc et noir, il s'agit d'une créature légendaire, chien de chasse. Il est 3-3, donc il est 3-3, vigilance, menace, lien de vie pour 3. Oui. Donc, déjà, il a un body qui est débile, les gens diraient la Questing Beast, ça n'a aucun sens. Et en plus de ça, les cartes de créatures des cimetières ne peuvent pas arriver sur le champ de bataille, et les joueurs ne peuvent pas lancer de sorts depuis les cimetières. Non, c'est au cimetière, ça y reste, c'est comme l'exil maintenant. Voilà. Donc, en fait, vous pouvez les remonter en main. Les cartes de votre cimetière, mais par contre on ne peut pas lancer de sorts depuis le cimetière, donc vous oubliez tout ce qui est échappé, vous oubliez tout ce qui est flashback, et tout ce qui est reanimate, vous l'oubliez. Et ça ne peut pas arriver sur le champ de bataille, c'est-à-dire que c'est pas une question de les lancer, c'est qu'elles peuvent pas arriver sur le champ de bataille, point. Voilà. Donc c'est un gigantesque hate bear. Voilà, et il est légendaire. Et ça c'est problématique aussi. Donc il peut être joué en général. Après le truc c'est qu'en Orzhov il y a déjà tellement de bons généraux que généralement vous le jouerez pas. Tu joueras pas ça en général, sauf si tu veux faire un deck thématique. Mais par contre après c'est un outil qui est absolument fantastique. Ah là là, c'est génial. Et il est beaucoup trop fort je trouve. En fait le truc c'est genre vigilance, lien de vie, menace, donc c'est-à-dire qu'il est chiant à bloquer, il vous ramène de la vie et en plus de ça il peut bloquer. Mais même dans un deck sacrifice tu le joues parce que si t'en as plus besoin tu le sacs toi-même. Ouais, c'est ça. Tu fais chier les autres et pas toi. Ouais. Oui parce que ça vous touche, les créatures de tous les cimetières ne peuvent pas arriver sur le champ de bataille. Donc tant qu'il est en jeu, même vous ne pouvez pas sortir les trucs de votre cimetière.
Bon, ça va être joué, ça on va le voir en EDH, parce qu'en EDH, encore une fois, tout le monde joue plus ou moins avec le cimetière, hein, ne serait-ce que des soirs avec le flashback ou quoi, donc on le verra. Alors, ensuite, héros de ceux qui sont nés de Nyx. Alors là, c'est la traduction, mon cœur saigne pour le traducteur. Nyxborn Hero, comment tu traduis ce genre de choses? Hero of the Nyxborn, franchement, c'est déjà moche. Hein, Ouais. Donc c'est voilà, du respect et beaucoup d'amour au pauvre traducteur qui a dû traduire ça. C'est pour 1 et Boros, c'est une créature enchantement humain et soldat, c'est une 2/2. Quand le héros de ceux qui sont nés de Nyx arrive sur le champ de bataille, créez un jeton de créature 1/1 blanche humain et soldat. À chaque fois que vous lancez un sort qui cible le héros de ceux qui sont nés de Nyx, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Feather, ça va dans Plume, de suite, vous le rentrez, je ne veux pas de discussion, rien dans les commentaires, si vous jouez Plume, vous mettez ça dedans. Non, en vrai c'est nul. Non mais Plume ça compte si tu cibles une de tes créatures, même pas Plume. Ouais, mais t'as envie de tuer au commandeur de la neige. Oui. Après, bon, voilà, dans les decks standards avec les trucs du 10ème district, etc., bon, voilà, il y a moyen de faire un truc. Pour Plume, je suis pas convaincu. Mais écoute, on a le droit d'avoir des opinions différentes. Hein. Ouais. Après, voilà, j'allais dire Rada, mais Rada, elle est rouge. Elle est mono-rouge. Du coup, ça marche pas. Après, elle rentre dans Nyx, dans Plume. Oui, ce que je viens de dire. Non, Rada rentre dans Plume. Oui, l'autre, je suis beaucoup moins sûr. En effet. Néanmoins, une autre grosse carte un petit peu rigolote. Polukranos libéré. Donc Polukranos, un autre très cher hydre, qui est pour 2 et Golgari, une créature légendaire zombie et hydre. Les zombies, c'est assez important à être noté. Elle est 0/0, sauf que bien évidemment c'est une hydre, donc dès qu'elle arrive sur le champ de bataille, elle arrive sur le champ de bataille avec 6 marqueurs +1/+1. C'est une 6/6 pour 4 au passage, hein, juste ça. Voilà, sauf si elle s'est échappée, à ce moment-là, elle s'échappe avec 12 marqueurs +1/+1 sur elle. Oui. Si des blessures devaient être infligées à Polukranos pendant qu'il a un marqueur +1/+1 sur lui, prévenez ses blessures et retirez-lui autant de marqueurs +1/+1. Pour 1 et Golgari, il se bat contre une autre créature ciblée, et il s'échappe pour 4 Golgari et 6 cartes de votre cimetière. Donc très très cher pour s'en échapper, mais c'est une 12/12 pour 6. Ouais, et qui après d'ailleurs peut se battre. En fait, c'est... En plus, tu peux le jouer, en tant que Mulrota, tu peux le jouer depuis ton cimetière sans payer l'échappée. C'est ça, et donc il arrivera à 6/6. Ça, c'est vraiment si vous avez payé son coup d'échappée qui sera à 12. Mais c'est déjà suffisamment intéressant. Juste, en fait, il perdra en puissance au fur et à mesure du temps. Mais bon, voilà, encore une fois, vous avez une doubling season. Ça reste une 6/6. Si vous avez genre n'importe quelle carte qui fait avec des marqueurs, ça peut devenir problématique très très vite, quoi. Voilà, et surtout, c'est de la grosse removal qui est récursive, enfin, qui peut revenir du cimetière. Donc, ça va être une vraie play. Ça, clairement, on va la voir. Ascension vers la gloire, pour 3 et Orzhov, c'est un rituel, choisissez l'un ou les deux, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière, renvoyez sur le champ de bataille une carte d'aura ciblée depuis votre cimetière. Sachant que ces cartes marchent en résolvant dans l'ordre, c'est-à-dire que vous pouvez renvoyer une carte de créature et renvoyer une aura qui arrivera sur le champ de bataille et pourra enchanter une créature. Petite chose, les auras que vous ramenez depuis votre cimetière, si c'est une aura genre poids mort, vous pouvez enchanter des choses qui ont la Deftal. Oui, effectivement. C'est très bizarre, mais enfin qui ont l'un seul du coup. Voilà, ou la Deftal aussi. Oui, mais Deftal, de toute façon, tu peux de toute façon les cibler. Oui, c'est vrai. Si jamais vous voulez ramener quelque chose qui a quelque chose impossible à remove chez votre adversaire, une aura qui arrive depuis votre cimetière n'est pas lancée, donc n'a pas besoin d'une cible, donc vous pouvez choisir ce à quoi vous l'équipez, même s'il y a le linceul, même s'il y a la Deftal chez vos adversaires et tout. Voilà, et en sachant ça, du coup, ça peut vous ramener une carte de créature, mais c'est pas obligé de sortir une aura pour booster cette créature, ça peut remonter Mutation de Sombracier, par exemple. Ça peut remonter des choses un petit peu sales, ça peut remonter uniquement des auras, donc ça peut pas remonter Cercle de l'Oubli, par exemple. Mais voilà, ça peut remonter des choses un petit peu sales. Ça fait quand même 2 réanimations. Moi, je joue un Dexur, ça c'est que ça va clairement rentrer dedans. Pour Zur, elle coûte peut-être un peu cher. Pour Zur, c'est cher, mais le Zur est un peu moins fort exprès. Ouais, c'est parce que donc ça va parfaitement rentrer dans Zur. Voilà. Après, pareil, c'est renvoyer une carte sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Oui. Ça ramène Zur et son immunité diplomatique, tout va bien. Exactement. Perspicacité ahurissante, qui est pour Azorius, donc pour un blanc et un bleu, un enchantement d'aura qui enchante une créature. La créature enchantée gagne +1/+1 à le lien de vie, et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte.
Ça fait un peu le café quand même. Ça fait un peu le café. Après, ça a 2 points, mais si une créature attaque une seule fois, ça se C'est déjà remboursé. rentable, c'est ça. Et donc voilà, donc lifelink plus de la pioche, c'est vachement brutal. Quand même pour un enchant, ça fait franchement plaisir. Donc voilà, donc c'était vite fait, mais c'était pour être noté. Ensuite, avant-dernière carte, Siona, capitaine du Pileas pour 1 et Selenia, c'est une créature légendaire humain soldat, c'est une 2/2. Quand Siona, capitaine du Pileas, arrive sur le champ de bataille, regardez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte d'aura parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. À chaque fois qu'une aura que vous contrôlez devient attachée à une créature que vous contrôlez, créez un jeton de créature 1/1 blanche, humain et soldat. C'est vraiment pour balancer de la petite pétaille en fait sur le board. C'est assez intéressant. Voilà, c'est pas grand-chose, ça fait des tokens, ça a de la synergie avec des auras, ça synergise avec le reste de ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est toujours sympathique. Et ça vous fait piocher en fait surtout. Parce que la carte d'aura que vous allez récupérer parmi les 7 en fait va dans votre main. Ouais. Donc déjà elle se rembourse. Donc une petite créature sympathique. Et la deuxième carte du coup dont je voulais parler, dont on a parlé lorsqu'on a parlé de l'autre titan. Histoire de terminer en beauté. Voilà. Ça, on aurait pu en parler pour les commandeurs. Mais c'est pas grave, le meilleur pour la fin. Il s'agit de Uro, titan de la rage de la nature. Pour 1 et Simic, c'est une créature légendaire ancêtre et géant, elle est 6/6. Exactement comme pour l'autre, par contre, forcément, dès qu'elle arrive sur le champ de bataille, elle se sacrifie à moins qu'il se soit échappé. À chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, c'est très intéressant. Ça me rappelle quelque chose, ça. Ouais. Vous gagnez 3 points de vie et vous piochez une carte. Et puis vous pouvez mettre une carte de terrain sur le champ de bataille de votre main. Et son échappée coûte vert, vert, bleu, bleu et 5 cartes de votre cimetière. Alors là, par contre, vous allez vouloir jouer pour son coup d'échappée. Même pas nécessairement, mais... pas nécessairement. En fait, déjà, ça fait spirale de croissance. En commande. Voilà. Et du coup, donc, par exemple, la première fois, vous le balancez pour 3, il repart en command zone, vous le jouez pour 5, il part au cimetière, vous jouez pour l'échapper. Et à chaque fois, vous allez récupérer une carte, vous allez ramp, et vous allez gagner quelques points de vie, on crache jamais dessus. Au passage, piocher une carte en ramp 1, pour 4, c'est un peu cher. C'est-à-dire, c'est juste un peu cher, quoi. C'est ça. Et après, en plus, par-dessus ça, c'est à chaque fois qu'il attaque aussi, donc, comme les titans. Et ça, waouh. Ça, il y a moyen de faire des choses avec. Et en fait, en gros, voilà, Uro, vous jouez Simic, vous allez le jouer. Parce que, c'est une spirale de croissance, tout simplement, quoi. Comment il s'appelle ? Coiling Oracle. Oracle Annelé, c'est joué dans les decks Simic. Ça coûte juste un de plus que ça, mais ça fait le même effet, globalement. Et même Récif Émergé, c'est joué aussi. Oh là là. Alors, même si jamais, c'est le seul élémental de votre jeu, en fait, ça vaut le coup de le jouer. Oui. Et là, Uro, il fait ça. Mais en mieux. Il fait ça, mais en mieux, avec plus d'options, avec plus de réponses, avec des synergies possibles. Ça fait le café, jouez-le. Voilà. Donc, et clairement, ça, vous pouvez le mettre en command zone, il n'y a aucun souci. Vous jouez. Donc après, vous jouerez pas autour de votre général, c'est vraiment juste pour activer le reste du deck. Si vous jouez good stuff, tout simplement. Ouais. Donc, oui, effectivement. C'est de la rampe et de la pioche en command zone. Et puis, si la game s'éternise, c'est une 6/6 pour 4. Voilà. Ce qui est toujours. Qui continue à piocher des cartes et à ramper. Ouais. Donc, franchement, voilà, on termine sur une bonne note. Uro, mon dieu. Voilà, donc c'était notre review de set de Theros, ainsi que la petite introduction à la politique. Si vous jouez déjà en commandeur, on espère que ça vous a plu. Si vous ne jouez pas en commandeur, on espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie. Voilà, c'était donc notre 2e épisode. Si vous voulez voir plus de choses comme ça, c'est abonnez-vous. Mettez la cloche. Exactement, parce que la cloche ne marche pas la moitié du... Enfin, les notifications ne marchent pas sinon. Merci beaucoup de nous avoir supportés pendant 1h30, quelque chose comme ça. On n'a pas le chrono sous les yeux, mais ça va être plus que ça, même. Un certain temps. Merci à tous. Merci à tous, et à la prochaine. Salut.